95 tactiques de négociation, de l'auteur Stéphane Lavigne et Lucie Turcotte. Lu par Livre Académie. Préface. On négocie tous les jours, sans même s'en rendre compte, du petit déjeuner de votre plus jeune jusqu'à l'heure de son coucher. Notre capacité à mener à bien une négociation dépend de plusieurs habiletés que chacun d'entre nous développera tout au long de sa vie. Pour certains d'entre nous, la négociation devient néanmoins plus sérieuse et le simple apprentissage de la vie ne suffit plus. Il devient alors impératif de développer sa capacité à négocier, parfois dans des conditions difficiles, avec des gens expérimentés qui ne manqueront pas d'utiliser tout l'arsenal d'expérience dont ils disposent pour maximiser leurs gains. Il y a maintenant plus de 10 ans, après avoir suivi une formation intensive de quelques jours avec Stéphane Lavigne, nous avions l'impression d'avoir appris à maîtriser plusieurs concepts fondamentaux. Il devient cependant évident que certaines des stratégies les plus complexes présentées lors de cette formation s'avéreraient difficiles à mémoriser. Allions-nous être en mesure de reconnaître les différentes techniques employées par les personnes assises de l'autre côté de la table de négociation? Allions-nous nous souvenir des contre-mesures à utiliser? Même un négociateur expérimenté a tendance à se borner aux techniques qui lui sont les plus familières. Pourtant, l'usage répété de nos stratégies préférées fait trop souvent de nous des négociateurs prévisibles. Non seulement un bon négociateur prépare sa négociation à l'avance, mais il doit continuellement se tenir prêt, reconnaître, anticiper et contrer les tactiques employées par l'autre partie. À la sortie de cette formation, j'ai demandé à Stéphane une synthèse, un dictionnaire des différentes tactiques de négociation présentées. À cette époque, je ne me doutais pas que cette demande allait résulter, une décennie plus tard, en un ouvrage complexe et détaillé, un puissant coffre à outils pour celui qui veut se préparer en vue d'une négociation. Cette préparation, dont l'importance est trop souvent sous-estimée, peut d'ailleurs faire toute la différence dans l'issue d'une négociation. C'est avec cette idée en tête que j'ai gardé dans mon bureau, pendant les 10 années qu'aura pris la rédaction de cet ouvrage, l'ébauche de ce qu'allait devenir ce livre. Une liste exhaustive de tactiques que je consulte encore aujourd'hui avant chaque négociation importante. On pourra sans doute faire de bien grandes choses avec les quelques stratégies de négociation que nous maîtrisons déjà. Cependant, tôt ou tard, le moment viendra lors d'une négociation ardue où l'usage de techniques plus complexes sera sollicité. C'est dans ces moments que nous serons alors condamnés à revoir le livre des jeux qui nous est aujourd'hui proposé. Introduction. À vue d'aigle, la négociation ressemble à un échange successif de paroles où chacun tente de persuader l'autre. La plupart des livres sur la négociation vous proposent une méthode, une stratégie ou un processus, soit des approches de négociation. Ces mêmes bouquins expliquent et concluent bien souvent qu'il faut demeurer flexible, c'est-à-dire être capable de s'adapter en passant d'une approche à l'autre, d'une stratégie à l'autre. Par exemple, être en mesure de passer d'une stratégie collaborative à une stratégie compétitive en un claquement de doigts, selon la réaction de l'autre partie. Pas facile de s'y retrouver. Comment dois-je me préparer si mon plan peut passer d'un extrême à l'autre? Comment manœuvrer, progresser avec autant de flexibilité? Eh bien, c'est exactement ce que nous vous proposons avec ce livre. Plutôt que de vous offrir une nouvelle approche ou théorie de négociation, nous vous présentons 95 tactiques réparties en 9 chapitres. Effectivement, une négociation consiste en l'utilisation d'une série de tactiques, tantôt pour explorer des avenues afin de créer de la valeur avec l'autre partie, tantôt pour démontrer toute la force de notre position, ou simplement pour tenter de calmer les esprits. Ceci, et bien plus, sont des aspects que vous visiterez avec les tactiques dans ce livre. Dans une présentation de plus ou moins de pages afin de faciliter la lecture et surtout l'utilisation des tactiques, chacune d'elles vous sont présentées dans le format suivant, description avec les explications et exemples spécifiques et clairs. Quand l'utiliser, présentant les bons moments, les risques et mises en garde inhérentes. Démonstration concrète pour bien situer le ton et l'approche pour l'utiliser. Force en termes d'impact et d'avantage d'avoir recours à la tactique. Et enfin, contre-tactique, afin de vous préparer aussi à contrer l'autre partie qui voudrait utiliser cette même tactique contre vous. Aussi, ce livre s'adresse autant aux particuliers à la veille d'une transaction importante qu'à l'acheteur, le fournisseur, le comité patronal ou syndical désireux de bien préparer et négocier son dossier. D'ailleurs, nous avons fait l'effort de varier nos exemples et démonstrations d'utilisation des tactiques afin de toucher plusieurs cas et réalités. Nous débutons avec les tactiques essentielles afin de créer un climat cordial propice à l'exploration et la création de valeur avec l'autre partie au chapitre 1. Tactique collaborative. Trop souvent, les négociateurs s'empressent de tenter de capturer un maximum de valeur avant même d'avoir exploré s'il n'était pas possible de créer une solution innovatrice. À ce titre, voir la tactique numéro 02, sortir du cadre. Au chapitre 2,
Avec les tactiques distributives, nous proposons les tactiques classiques pour optimiser, voire même maximiser, la valeur. Particulièrement, nous vous invitons à porter attention à la tactique numéro 14, ancrage raisonné, essentielle pour prendre avantage de sa négociation. Au chapitre 3 arrive une série de tactiques sur le pouvoir. Tant que l'autre partie perçoit qu'elle a plus de pouvoir que vous, donc un meilleur rapport de force, vous êtes d'autant vulnérable. Les 11 tactiques de ce chapitre vous permettront d'améliorer ou d'afficher votre pouvoir pour prendre avantage de la négociation. Tout aussi important, le chapitre 4 propose les tactiques pour assurer le contrôle. Avoir le contrôle, le leadership de la négociation est la clé si vous souhaitez une résolution à votre avantage. Même lors de négociations collaboratives, vous souhaitez maintenir le contrôle nécessaire au bon déroulement. Ces tactiques seront cependant encore plus pertinentes avec un négociateur habile dans un contexte plutôt compétitif. Elles vous permettront de garder ou reprendre le contrôle en déstabilisant votre vis-à-vis. À ce titre, voir la tactique numéro 34, incartade, qui vous en donnera un bon exemple. Toutes les négociations sont source potentielle de tension entre les parties. Après tout, vous avez non seulement beaucoup à gagner, mais parfois beaucoup à perdre. Il n'est donc pas rare que les émotions prennent le dessus. Le chapitre 5 propose 8 tactiques pour baisser la tension et ainsi maintenir ou conserver un ton cordial. Bien que plusieurs des tactiques de ce livre puissent vous aider à optimiser la valeur obtenue, le chapitre 6 propose une série de tactiques dédiées à la négociation des prix. Que vous soyez acheteur, vendeur, particulier ou commerçant, vous trouverez votre compte avec ces 13 tactiques axées sur les prix. Et comme les parties ne lâcheront pas prise facilement, ne vous donneront pas raison sans argumenter, les tactiques pour mettre de la pression du chapitre 7 sont des incontournables. D'ailleurs, voir la tactique numéro 75, utiliser les influenceurs pour réussir à convaincre l'autre partie en mettant de la pression. À éviter lorsque possible ou à contrer lorsqu'utilisées contre vous, les tactiques coercitives du chapitre 8 peuvent s'avérer efficaces en situation de négociation plus difficile où chacune des parties tient fermement à ses positions. Et pour compléter, comme le nom du chapitre 9 l'indique, les tactiques de la dernière chance proposées ont pour but de tenter un dernier coup. Rendu là, vous avez fait tellement d'efforts qu'il ne faut pas abdiquer ou quitter la table sans avoir tout tenté. D'ailleurs, nous attirons votre attention sur la dernière tactique proposée, la numéro 95, stopper les manœuvres déloyales, pour laquelle, à l'inverse des autres, vous ne déployez pas une manœuvre, mais vous stoppez celle jugée déloyale. Notez que plusieurs tactiques pourraient se retrouver dans plus d'un chapitre, car elles agissent sur plus d'un front. Ce fut d'ailleurs notre défi avec certaines d'entre elles. C'est pourquoi nous vous recommandons de vous familiariser avec les chapitres et d'explorer toutes les tactiques en préparation de vos rencontres de négociation pour choisir celles qui vous semblent les plus appropriées à votre situation. Et n'oubliez pas, toute négociation nécessite des tactiques, mais avant tout, il vous faut vivre des attitudes de base. Contrez vos peurs. Faites-vous confiance. Osez aller de l'avant et... Bonne négociation. Chapitre numéro 1. Tactique collaborative. Il s'agit de tactiques dont le but premier est de susciter la collaboration. Il est souvent à votre avantage de collaborer avec l'autre partie afin d'explorer les possibilités de créer de la valeur pour les deux parties. Après tout, mieux vaut agrandir la portion à négocier que de simplement tenter de la partager. Il est à votre avantage d'adopter des comportements, des manœuvres qui auront pour effet d'inciter l'autre partie à échanger, explorer et même, idéalement, innover. C'est lorsque les parties cherchent des solutions créatives pour régler l'écart qu'elles évitent de couper la poire en deux ou en portions égales au pouvoir. De cette façon, on crée de la valeur. Les tactiques collaboratives vous aideront à progresser vers des gains mutuels. Même s'il n'est pas toujours possible de créer de la valeur avec l'autre partie, il vaut le coup d'essayer avant de se rabattre sur les autres tactiques de ce livre. Tactique numéro 1. Mise en commun des critères. Description. La tactique mise en commun des critères est une manœuvre collaboratrice qui a pour but de s'entendre d'abord sur les conditions que l'entente doit respecter, soit de ne pas négocier l'entente avant d'avoir discuté des intérêts à respecter pour chaque partie. Par intérêt, nous entendons les besoins, les préoccupations, les contraintes, les spécificités ou les critères que doit minimalement couvrir l'entente. En s'entendant ainsi sur les contraintes à respecter avec l'autre partie, vous facilitez la négociation de l'entente. Car, disons-le, ce sera plus simple de manœuvrer avec l'autre si tous les deux vous respectez les critères annoncés. Par exemple, imaginons le vice-président technique de l'informatique qui négocie avec une firme informatique externe pour développer un ajout au logiciel de comptabilité. L'un va préciser ses besoins en termes de compatibilité, fonctionnalité, délai, fiabilité et budget, tandis que l'autre souhaitera sûrement préciser ses besoins en termes d'accès à l'information, accès à des ressources expertes internes et ou au partage du développement de certaines sections par exemple. L'astuce est de vous préparer en établissant tous vos besoins, préoccupations, soit tous vos critères essentiels à faire respecter. Bien sûr,
vous devez prêter l'oreille et accueillir les critères de l'autre. Et là est la véritable négociation, car une fois les paramètres décidés et acceptés par les parties, il sera plus simple de régler l'entente. Quand l'utiliser? La tactique mise en commun des critères est généralement applicable lorsqu'il y a un partenariat à négocier entre les parties et lorsqu'il y a plusieurs paramètres sur lesquels s'entendre, tels que les livrables de chaque partie, les apports, les alternatives, les choix sur lesquels les parties devront s'entendre. Lorsqu'il y a un design personnalisé à développer, cette tactique sera particulièrement utile. Toutefois, vous comprendrez qu'elle ne peut être utilisée lors de négociations sur une seule métrique, comme le prix. Démonstration. Pour utiliser la tactique mise en commun des critères, vous devez vous préparer à annoncer à l'autre partie ce que vous souhaitez faire avant de négocier l'entente. Par exemple, j'aimerais que nous partagions nos préoccupations, besoins et ou critères à respecter avant de négocier des valeurs. Ensuite, vous aurez à les exposer, voire même à les remettre par écrit à l'autre partie. Par exemple, voici ce que l'entente doit respecter. Développer une interface simple à utiliser, tester avant la mise en opération, être en fonction avant le 31 décembre, etc. Bien que, logiquement, ce serait à son tour d'exposer ses préoccupations, assurez-vous de questionner l'autre partie pour les faire ressortir et les clarifier. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'une négociation unilatérale basée exclusivement sur vos préoccupations. Si vous souhaitez qu'ils prennent en considération vos critères, assurez-vous de montrer l'exemple en démontrant votre volonté à considérer les siens. Exemple. De votre côté, quels sont pour vous les aspects clés afin de faire de cette entente un succès? Plus vous questionnez, plus vous comprenez. Ainsi, mieux vous partagez et meilleure sera votre entente. Force. La grande force de la tactique mise en commun des critères est d'amener les parties à bien se comprendre, à échanger et à bien mettre à plat les préoccupations réciproques. En effet, plus les parties prennent en considération les critères de l'autre, plus il sera facile de s'entendre. La tactique incite l'autre à travailler une entente qui rejoindra idéalement les critères clés de tous. En somme, lorsque bien réussie, elle crée un partenariat durable et intéressant pour tous. Elle met la table pour une relation profitable. Contre-tactique. Dans l'éventualité où vous ne souhaitez pas partager vos préoccupations avec l'autre partie, soit parce que vous ne voyez pas d'avantage à ouvrir votre jeu, soit parce que pour vous il s'agit d'une négociation compétitive, coupez court à la manœuvre en proposant rapidement une offre à l'autre partie. De cette façon, vous l'amènerez à négocier en présentant une contre-offre. D'ailleurs, voir à cet effet la tactique numéro 14 d'ancrage raisonné et la tactique numéro 16 d'offre contre-offre progressive. Sinon, si vous souhaitez une négociation collaborative, la mise en commun des critères est une excellente nouvelle, il sera à votre avantage de vous y montrer ouvert. Assurez-vous simplement que l'autre partie prenne vos critères en considération. Tactique numéro 02, sortir du cadre. Description. Voici une tactique forte intéressante, une de mes préférées. En effet, la tactique sortir du cadre a pour but d'explorer d'autres avenues plutôt que de négocier un compromis, soit d'innover, de chercher une façon différente de créer de la valeur pour chaque partie. Donc, au lieu de procéder en offre contre offre de façon progressive comme décrit dans la tactique numéro 16, vous sortez du cadre pour créer de la valeur afin de combler l'écart par la création de valeur. En négociation de prix, plutôt que de s'ajuster progressivement en offre contre offre réciproque avec l'autre partie où les deux font des sacrifices, rendant trop souvent l'entente moins intéressante, les parties optent pour sortir du cadre. Voici des contextes d'application de la tactique sortir du cadre. Le locataire et le locateur qui n'arrivent pas à s'entendre sur l'augmentation du bail de l'année, sortent du cadre en s'entendant sur une série de travaux de peinture que pourra faire le locataire sur l'immeuble, sans augmenter le bail. La grande chaîne alimentaire et le fournisseur, qui ne s'entendent pas sur le prix unitaire d'un produit, sortent du cadre en s'entendant sur un format unique que la grande chaîne sera la seule à offrir. Le manufacturier et le sous-traitant qui ne s'entendent pas sur le prix des composantes fournies sortent du cadre en intégrant l'assemblage à l'entente, augmentant de ce fait la valeur de la transaction pour le sous-traitant et en diminuant les coûts d'assemblage pour le manufacturier. L'entrepreneur en construction et le sous-traitant en excavation, qui ne s'entendent pas, sortent du cadre lorsqu'ils conviennent de procéder différemment aux travaux pour en faire bénéficier les deux parties. L'un respecte ses marges de profit et l'autre économise. Les applications sont nombreuses, mais malheureusement, les parties ont trop souvent recours à la négociation de compromis pour régler. Pour éviter le piège du compromis, il faut réussir à convaincre l'autre partie d'explorer différentes avenues, à chercher des façons différentes de régler sans que ni l'un ou l'autre n'ait à faire de concessions douloureuses. Dès la préparation de votre dossier, vous devriez anticiper l'utilisation de la tactique sortir du cadre en tentant d'imaginer des voies différentes pour régler. Ne cherchez pas la solution unique,
mais cherchez plutôt plusieurs façons de régler. Vous ne savez pas ce que l'autre partie préférera. D'ailleurs, en présentant des avenues de règlement différentes à l'autre partie, vous démontrez votre intérêt à créer de la valeur pour les deux parties. Ce qui aura pour effet de faciliter le règlement. L'expression convenue est de progresser nord-est. Il faut aussi convaincre l'autre partie de faire cet effort avec vous. Il s'agit d'une tactique où l'autre partie doit s'impliquer. Malheureusement, la plupart des gens se préparent à négocier à coup de compromis, en espérant obtenir ainsi le maximum. Cette approche est courante, répandue et largement pratiquée. Vous aurez à lui démontrer les bénéfices de sortir du cadre et parfois il faudra aussi qu'elle réalise d'abord l'impasse potentielle à tenter de se joindre par offre contre offre successive. Surprenez-la en présentant une solution qu'elle n'avait pas anticipée, demeurez persévérant, car sa réaction première sera certes de refuser votre approche puisqu'elle ne s'y est certainement pas préparée. À vous de jouer. Quand l'utiliser? La tactique sortir du cadre est à utiliser le plus souvent possible, car il sera toujours plus intéressant de trouver une solution différente et créatrice de valeur pour les deux parties que de souscrire à un échange successif de compromis sous la forme d'offre contre offre. Dès que vous êtes en mesure d'imaginer une façon différente et innovatrice de régler votre différend, il est à votre avantage d'avoir recours à cette tactique. Elle est encore plus pertinente en situation de négociation entre deux parties qui auront à entretenir une relation après coup. Par exemple, en négociation de partenariat, d'alliance ou lorsqu'il y a une exécution de travaux à réaliser, à moyen et à long terme à la suite de l'entente. En effet, elle laisse une trace positive en créant de la valeur pour chaque partie. Qui n'a pas connu des problèmes à l'exécution de travaux ou de services après avoir négocié de manière trop serrée? Démonstration. Imaginons une négociation patronale syndicale où les membres du syndicat d'un grand centre d'appel offrant le service à la clientèle réclament des pauses de travail plus longues qu'actuellement afin de permettre aux agents de mieux se reposer. Ils sont prêts à recourir à la grève s'il le faut. Du côté patronal, la durée actuelle des pauses est conforme à la réglementation et identique à celle pratiquée dans l'industrie et chez la concurrence. Allonger les pauses aurait des répercussions financières énormes. Il faudrait plus de monde, plus de patrons, plus de postes de travail, plus d'espace de bureau, plus de soutien et ainsi de suite. Ils sont prêts au blocage plutôt que céder. Après des mois à négocier les minutes de la durée de la pause, les parties sont dans l'impasse. La veille du blocage, la partie patronale prend les devants et propose de sortir du cadre après avoir exposé les risques et conséquences pour tous d'atteindre l'impasse. Et si nous tentions de régler autrement? Discutons d'autre chose que des minutes de plus ou de moins pour explorer pourquoi vous cherchez à allonger les pauses. Le repos. Si nous avons bien compris, vous avez besoin de vous reposer davantage. Explorons donc comment rendre la pause actuelle plus reposante. Bref, en quelques heures, les parties ont convenu d'améliorer les aires de pause pour aménager des chaises de lecture, une section yoga, une salle de cinéma, une salle de jeu et bien plus. Les employés profitent chaque jour des aires de pause plutôt que de passer 5 minutes de plus à la cafétéria, et c'est beaucoup moins cher à aménager que d'allonger la durée des pauses pour tous à l'année. Force. La plus grande force de la tactique sortir du cadre est bien sûr de créer de la valeur pour toutes les parties, la rendant ainsi plus intéressante qu'une série de compromis. Sans compter qu'elle laisse une trace positive, car exiger des concessions de l'autre partie et en faire soi-même use le moral à mesure que chaque partie voit fondre la valeur de l'entente. Contre-tactique. Nous ne vous suggérons pas de contrer cette tactique, mais plutôt d'explorer si, effectivement, vous pouvez bénéficier de la création de valeur. Assurez-vous simplement que vous touchez votre part du gâteau et que vous aussi y trouvez votre compte. Tactique numéro 03. Résolution du problème. Description. Il s'agit d'une tactique de négociation pour obtenir le rapprochement des positions des parties qu'on utilise bien plus souvent qu'on le pense. Chaque fois que deux ou plusieurs personnes tentent conjointement de résoudre un problème, elles utilisent une approche de négociation basée sur le rapprochement des points de vue et non sur la négociation simple de leurs différends. En effet, cette tactique nécessite d'amener l'autre partie à percevoir l'écart entre vos positions respectives comme un problème conjoint à résoudre. Tant et aussi longtemps que l'autre partie demeure insensible à vos enjeux, il vous sera difficile de l'impliquer dans une recherche de solution. Nous avons tendance à utiliser cette tactique instinctivement avec un partenaire ou un collaborateur, ou bien lorsque nous sommes déjà d'accord sur les principaux enjeux et qu'il nous reste à régler certains aspects secondaires. Et pourquoi ne pas utiliser cette tactique sciemment pour amener l'autre partie à collaborer? Imaginons l'acheteur qui a besoin qu'on lui expédie une pièce pour le lendemain et son fournisseur qui a besoin d'un délai de 10 jours pour la fabrication et la livraison.
Les approches habituelles pour résoudre ensemble pourraient s'articuler comme suit. On échange une livraison plus rapide contre l'acceptation de payer plus cher une pièce produite en temps supplémentaire. Mais cette solution est-elle optimale? Possiblement qu'après avoir sensibilisé l'autre partie à vos enjeux, vous pourriez ensemble résoudre l'écart différemment en évaluant d'autres options. Par exemple, le fournisseur a-t-il des pièces en consigne chez d'autres clients que l'acheteur pourrait aller récupérer lui-même? Pour réussir à appliquer cette tactique, vous devez d'abord solidifier la relation, soit prendre le temps d'établir votre relation avec l'autre partie, si ce n'est pas déjà fait. Il faut donc prendre le temps de s'intéresser à l'autre avant d'amorcer sa négociation. Au même titre qu'il faut prendre le temps d'établir le climat et l'ambiance avant d'amener l'autre à résoudre un problème. À partir de ce moment, vous n'êtes plus des adversaires. Ensuite, vous devez expliquer l'enjeu en exposant le problème et ses causes. Vous devez faire preuve de transparence si vous souhaitez que l'autre partie fasse de même. Démontrez-lui que vous lui faites confiance en expliquant le pourquoi et les faits qui font que vous avez un écart de position à négocier. Votre explication doit aussi préciser vos attentes vis-à-vis sa collaboration et son organisation, ainsi que la solution idéale à laquelle vous vous attendez. Et pour réussir, il faudra rechercher des solutions avec l'autre partie, tout comme en résolution de problèmes. L'astuce est d'explorer sans critiquer toutes les pistes de solutions pouvant régler l'écart, en tout ou en partie. Essayez de penser à l'extérieur de la boîte ou même sans boîte du tout. Le brainstorming est un art qui se pratique et se développe, mais trop souvent la difficulté réside dans la capacité des parties à faire suffisamment preuve de transparence pour émettre et explorer un maximum de solutions avant de les critiquer. Quand l'utiliser? On recommande d'utiliser cette tactique lorsque la relation avec l'autre partie va bien et que vous avez à établir une relation à moyen ou long terme. Un excellent indice pour déterminer si cette tactique est appropriée est lorsque vous constatez qu'effectivement, plusieurs solutions ou façons de réduire l'écart s'offrent à vous. Une recherche conjointe de solutions avec l'autre partie peut et risque de faire émerger des solutions complémentaires ou hybrides auxquelles vous n'aviez pas réfléchi. Démonstration. Voici comment nous suggérons d'amener la tactique résolution du problème à l'autre partie. Il nous reste une question à résoudre ensemble, soit les délais de livraison. J'aimerais d'abord comprendre vos préoccupations à ce titre. Excellent, je comprends que... Et voici mes préoccupations et l'impact du délai. Quelles sont nos autres options? Avez-vous pensé à... Force. L'utilisation de cette tactique a souvent pour effet de rapprocher les parties car elle les amène à collaborer et à s'entraider. Bien entendu, le plus grand bénéfice, c'est de réaliser qu'avec une résolution de problème suscitant une recherche de solutions, on peut bien souvent trouver des solutions complémentaires, parfois même encore plus satisfaisantes. Contre-tactique. Si quelqu'un cherche à utiliser ce type de tactique contre vous, il est rare de croire que ce ne sera pas à votre avantage d'essayer. Faites-le tout en vous assurant que lui aussi met la main à la pâte et qu'il n'essaie simplement pas d'obtenir des concessions gratuites de votre part. Assurez-vous que lui aussi s'implique dans l'élaboration des solutions. À vous de juger la pertinence de poursuivre en ce sens. Tactique numéro 04. Innocent intelligent. Description. Nous pourrions associer cette tactique à un personnage célèbre de série télévisée, l'inspecteur Columbo 1. Nous avons tous vu plusieurs épisodes avec cet inspecteur qui pose plusieurs questions, qui feint de ne pas comprendre pour demander encore et encore des explications et qui, à la fin, démasque le coupable en relevant les failles, les mensonges ou les contradictions dans son discours. Pour nous, en négociation, il s'agit plutôt de découvrir les erreurs dans les arguments, la faiblesse de la preuve pour mieux contre-argumenter. La plupart des négociations passent par une joute argumentaire où chaque partie tente de faire la démonstration de sa logique. Vos arguments ou contre-arguments sont présentés en réaction à ceux de l'autre. Or, plus vous le faites parler, réexpliquer ou détailler ses propos, plus vous aurez de chances d'identifier un angle pour le persuader. L'astuce sera bien souvent de creuser, fouiller, remonter la piste ou le fil conducteur de son argumentation. Vous utiliserez des questions comme « Pourquoi dites-vous ceci ?» Et pouvez-vous m'expliquer comment vous en êtes arrivé à ce résultat? Quels sont vos critères de sélection ou de décision? Comment calculez-vous votre roi? Comment avez-vous établi cette statistique? Et sur quels faits appuyez-vous vos arguments? Qui a compilé vos preuves? Comment avez-vous documenté ces faits au fil du temps? Pourquoi? Trop souvent, notre réaction est de répondre du tac au tac, le plus rapidement possible pour retourner la balle dans son camp. Erreur. Jouez à Columbo. Questionnez à fond jusqu'à ce que vous ayez mis à nu son argument,
même si la question est simple ou qu'elle semble évidente. On ne sait jamais ce qu'on peut découvrir et possiblement que vous trouverez la brèche nécessaire pour contre-argumenter. Quitte à passer pour un innocent. Tout comme Columbo, il faut bien amener ses questions. En fait, il s'agit d'introduire sa question afin de ne pas placer l'autre tel un accusé au tribunal en interrogatoire par l'avocat de l'autre partie. Vous allez donc introduire la question avec un préambule comme suit. Et je m'excuse de vous demander de clarifier, mais je n'arrive pas à comprendre. J'aimerais pouvoir présenter vos preuves à mon équipe, toutefois. J'ai fait les calculs de mon côté et je n'arrive pas au même résultat que vous. Comment? Et mon équipe au légal est très rigoureuse. Quels sont vos? J'ai besoin d'aide pour expliquer votre position à mon collègue. Que voulez-vous dire par? Je sais que je suis fatigant avec mes questions, mais comme le diable est dans les détails, comment? Columbo fait souvent référence à sa femme. Ma femme me faisait remarquer que, en négociation, ce seront vos collègues, votre patron, vos avocats qui vous permettront d'insister pour approfondir. Quand l'utiliser? La tactique innocente intelligent est une tactique quasi universelle, en ce sens que nous suggérons de l'utiliser presque en tout temps. Ne serait-ce que pour mieux comprendre les propos de l'autre, elle sera utile. Toutefois, elle est essentielle dans les négociations où l'autre partie appuie sa demande sur un argumentaire ou une preuve. Sinon, vous vous défendez devant un argumentaire superficiel. Attention à tous ceux qui n'osent pas questionner pour approfondir de peur de faire ressortir une preuve irréfutable. Dites-vous que si elle est irréfutable, l'autre partie le sait. Dans tous les cas, il vaut mieux creuser pour trouver les faiblesses. Démonstration. Imaginons une négociation entre la firme d'ingénierie et l'entrepreneur en climatisation lors des travaux pour un édifice à bureaux. Au terme des travaux, l'entrepreneur présente un extra pour des travaux effectués en sus au chantier. La firme d'ingénierie ne conteste pas l'extra mais sa valeur, mentionnant qu'elle est beaucoup trop élevée. L'entrepreneur demande « Nous sommes très rigoureux lorsqu'il s'agit de calculer le coût de revient des travaux. J'aimerais pouvoir identifier la faille dans nos calculs, comment avez-vous fait les vôtres ?» La firme répond « Nous avons fait une extrapolation à partir de travaux similaires que vous avez réalisés au rez-de-chaussée. » L'entrepreneur réplique « Laissez-nous revoir le tout. » 2 jours plus tard, l'entrepreneur en climatisation revient en démontrant que cette méthode de calcul ne prenait pas en considération des éléments impactant la valeur. Il reprend donc le calcul de la firme et en fait la démonstration. Et l'innocent intelligent a convaincu la firme d'ingénierie. Force. La principale force de la tactique innocente intelligent est de donner une fausse impression à l'autre de contrôler la négociation en étalant et en détaillant son argumentaire. Il croit ainsi faire la démonstration de la force de son argument sans se douter que vous êtes en réalité à l'écoute des failles et faiblesses. On dit souvent que l'information égale le pouvoir et c'est vrai. En questionnant, vous obtenez l'information qui vous est nécessaire pour préparer votre contre-argumentation. Contre-tactique. Vous ne serez pas surpris si nous vous disons qu'il faut toujours être prêt à détailler ses arguments. Sinon, vous en démontrez la faiblesse et prenez de gros risques en improvisant. Si toutefois vous vous faites surprendre par l'innocent intelligent et sa demande d'explication ou de clarification à laquelle vous n'êtes pas prêt à répondre, vous avez 2 possibilités, la prendre en délibéré et revenir avec une réponse préparée et étoffée par exemple. Bonne question et plutôt que de vous répondre verbalement, je vais faire préparer un document pour la prochaine rencontre. Ou vous pouvez esquiver en retournant la question plutôt que de répondre « Et vous, quels sont vos arguments ?» Tactique numéro 05. Règlement équitable. Description. Il nous arrive à l'occasion en négociation de nous retrouver dans un cul-de-sac. Chacune des parties se retranche dans son camp et ne semble plus vouloir en bouger. Il n'y a plus de mouvement de part et d'autre, et chaque partie se dit alors « Comment allons-nous progresser ?» Jamais nous ne pourrons trouver un point de rencontre si on ne se parle plus. Il est alors temps d'utiliser cette tactique. La tactique règlement équitable propose d'utiliser ce que l'on fait habituellement aux tables de négociation pour en arriver à une entente. Elle fait donc appel à l'usage de normes établies, de procédures déjà éprouvées, de standards de votre industrie. Des exemples de règlements équitables sont proposer de régler en coupant la poire en 2 afin que chacune des parties fasse un dernier effort afin d'atteindre une entente qui peut paraître équitable pour tous. Prendre l'entente de l'année précédente et la majorer selon l'indice du coût de la vie. Engager un évaluateur indépendant et expert dans le domaine qui va venir établir la valeur marchande de certains actifs et ou biens tangibles.
Utilisez l'augmentation en pourcentage de la valeur d'une matière première importante pour calculer la hausse à couvrir pour la nouvelle entente. La question à se poser est: quelles sont les normes et standards de l'industrie ou de l'économie que nous pourrions utiliser pour finaliser l'entente et concilier nos points de vue? Quand l'utiliser? Tel que mentionné plus tôt, cette tactique sera à utiliser lorsqu'il reste un différend à régler et qu'on ne sait plus comment faire avancer la négociation. Bien sûr, plusieurs autres tactiques ont probablement été mises de l'avant au préalable et n'ont pas fonctionné. Par cette tactique, il faut donc trouver un élément de règlement équitable qui vous permettra de trancher en réglant le ou les derniers points de litige afin de finaliser l'entente. Démonstration. Imaginons un directeur d'usine qui vend cet équipement usagé et le remplace par un nouveau robot sur la chaîne de montage. Le directeur d'usine soutient qu'il fonctionne encore très bien, tandis que l'acquéreur prétend qu'il est désuet. Le directeur d'usine prend l'initiative. Je comprends qu'il est difficile de nous entendre sur la valeur de cet équipement. Je propose de le faire évaluer à la valeur marchande par un évaluateur indépendant agréé afin de trancher. Qu'en pensez-vous? Force. Cette tactique permettra de relancer la négociation lorsque celle-ci sera au point mort. Elle permettra de trancher sur des aspects en litige où les points de vue sont différents. Elle permettra parfois de régler la négociation lorsqu'il s'agit des derniers éléments à finaliser. Contre-tactique. Lorsque vous êtes confronté à la tactique règlement équitable et vous jugez que celle-ci ne vous avantagera pas ou ira à l'encontre de ce que vous désirez, vous devez trouver les arguments qui vous permettront de convaincre votre vis-à-vis que ce n'est pas la bonne façon de faire, que l'utilisation de ce règlement équitable n'est pas applicable et que vous avez d'autres façons de faire avancer la négociation puisque vous n'êtes pas rendu à la fin de vos discussions. 5. Mais sachez qu'avant de repousser ceci du revers de la main, vous devrez avoir identifié d'autres tactiques qui vous permettront de sortir de l'impasse. Tactique numéro 06. L'effet en appui. Description. La tactique l'effet en appui a pour but de persuader l'autre partie à l'aide de preuves factuelles. Il est facile de discuter vos dires, vos opinions, mais il est beaucoup plus difficile de contester un fait établi. L'autre partie devra s'attaquer à la valeur des faits pour discréditer votre position de négociation. Imaginons un fournisseur qui propose une augmentation de prix, prétextant que cela fait 3 ans que l'acheteur bénéficie du même prix. Bien que ce soit vrai que le prix n'a pas changé depuis 3 ans, ceci n'est pas un fait en appui à la demande. Plutôt, le fournisseur pourrait soutenir son augmentation de prix en prouvant l'augmentation du coût des matières premières avec des données d'industrie. Il pourrait présenter en appui un graphique démontrant l'évolution du coût au fil des ans. Pas besoin de divulguer le pourcentage que représente cette matière première dans la composition du produit afin de ne pas trop dévoiler d'informations. L'objectif est d'appuyer votre demande avec une preuve factuelle. Pour utiliser cette tactique, vous devez en préparation identifier comment appuyer votre position à l'aide de faits. Voici différents moyens d'appuyer votre demande avec des faits. Et une photo ou une vidéo. Les images sont puissantes pour prouver vos dires. Et un graphique ou tableau avec sa source crédible. Et une étude, une recherche, une thèse ou un rapport d'expertise. Des indices reconnus comme le IPC, indice des prix à la consommation, le TSX, Toronto Stock Exchange Index, le Dow Jones, Bourse de New York, ou bien les indices gouvernementaux. Et une démonstration ventilée des travaux détaillés, et une démonstration des honoraires détaillés et multipliés par un taux horaire. Et une comparaison avec des standards d'industrie, et une comparaison avec des données historiques. Une fois identifiés, il s'agit de présenter vos faits en soutien, soit en appui à votre demande. On vous invite à répéter vos faits si l'autre partie évite de les discuter ou si elle les ignore. Ayant eu la chance d'observer plusieurs rencontres de négociation, nous constatons que cette tactique est utilisée régulièrement, mais surtout verbalement. L'astuce sera de remettre vos faits par écrit afin que l'autre puisse les considérer et même les discuter avec ses collègues ou son patron, s'il y a lieu. Quand l'utiliser? La tactique les faits en appui est utile presque en tout temps, dès l'instant où il est dans votre intérêt de soutenir vos demandes pour leur donner plus de force, plus d'impact. Cette tactique a pour effet de démontrer la qualité de votre préparation et placer l'autre en position difficile de contre-argumentation où il doit à son tour étoffer ses arguments. Elle sera d'autant plus utile si vous négociez des éléments techniques avec des gens ayant un profil analytique, ce sera une bonne façon de les convaincre. Démonstration. Voici une application de la tactique pour un entrepreneur général qui présente sa facture pour des travaux excédentaires qui ont été nécessaires au chantier de construction.
Or, pour bien démontrer qu'il ne s'agit pas d'un chiffre improvisé, voici le coût de chaque étape où les travaux additionnels ont été nécessaires et les photos de chaque étape, ce qui vous permet de voir les équipements, les ouvriers et la progression des travaux. Plutôt que de présenter un prix forfaitaire total des travaux additionnels et de le discuter sans fin, l'entrepreneur présente le détail nécessaire afin de permettre au client de refaire les mêmes calculs. Force. Meilleures sont vos preuves, meilleur sera l'impact. Autrement dit, si vos faits sont inattaquables, votre rapport de force augmentera considérablement, de même que vos chances de régler en votre faveur. La tactique les faits en appui sera encore plus puissante si vous possédez plus d'informations ou si vous avez accès à de l'information que l'autre partie n'a pas. Contre-tactique. Voici différentes options pour réagir face à l'autre partie qui utilise la tactique les faits en appui. Discréditer les sources des faits présentés par l'autre partie. Contre-argumenter avec d'autres faits pour annuler ou pour surpasser les siens. Ignorer leurs faits, éviter de les discuter et revenir à vos exigences. Jouer la carte émotive si vous ne pouvez contrer les faits de l'autre. Par exemple, je comprends vos preuves mais nous avons besoin de vous et de votre soutien pour. Tactique numéro 07, synchronisation. Description. La négociation implique nécessairement de la tension et du stress pour les négociateurs. La racine latine du mot vient d'ailleurs de neg, pas, et otium, confort. Nous sommes donc habituellement dans une situation inconfortable où les tensions et les frictions sont plutôt fréquentes. Afin de compenser et de garder votre opposant dans un état d'esprit ouvert, il est intéressant de le maintenir dans sa zone de confort, de vous adresser à lui selon son profil et de vous adapter à ses préférences. La façon la plus connue de s'adapter est l'adaptation au profil de personnalité. Le célèbre psychiatre suisse Carl G. Jung II est le premier à avoir proposé les 4 profils fondamentaux de personnalité, plus souvent connus en français sous les noms de meneur, expressif, aimable et analytique. L'astuce est donc d'ajuster votre approche au profil de votre interlocuteur. Pour le reconnaître, posez-vous les 4 questions suivantes. Les encadrés ci-dessous vous donnent une description plus précise de chacun des types. Selon ces types de personnalité, voici comment nous proposons généralement de vous ajuster à chacun des profils. Quand l'utiliser? L'adaptation au profil de personnalité sera de mise à tout moment lors de la négociation, dès que vous aurez identifié le profil de votre opposant. Donc, dès la préparation, communiquez avec des gens qui ont côtoyé votre vis-à-vis et questionnez-les pour établir son profil. Dites-vous qu'en le gardant dans sa zone de confort, vous vous assurez d'une meilleure collaboration de sa part. Démonstration. Il est toutefois intéressant d'aller plus loin dans cette tentative d'adaptation et de se demander quelles tactiques de négociation seront plus efficaces avec chacun des profils. Nous vous proposons donc des tactiques spécifiques à mettre en pratique selon le type de personnalité. Force. La force de la tactique synchronisation repose sur le pouvoir de la synchronisation. En effet, plus l'autre perçoit que vous lui ressemblez, que vous pensez pareil, que vous analysez le dossier comme lui, et moins il sera porté à vous contredire. Là est la force, il est difficile pour votre vis-à-vis de vous contredire. De plus, en maintenant votre opposant dans sa zone de confort, vous favorisez son ouverture, la discussion franche et la probabilité d'un règlement gagnant-gagnant. Contre-tactique. Il n'y a rien de mal ici à voir que notre vis-à-vis fait des efforts pour nous garder à l'intérieur de notre zone de confort. Soyez toutefois vigilants. Assurez-vous qu'il ne tente pas de vous amadouer pour vous en passer une petite vite, comme on dit en bon québécois. Soyez rigoureux face à cette démarche et voyez si vous ne pouvez pas en faire autant pour le maintenir aussi dans sa zone de confort. Tactique numéro 08, juste et équitable. Description. En négociation, chaque partie est concentrée sur ce qu'elle veut obtenir et sur ce qu'elle devra consentir pour gagner quelques points. À se concentrer sur soi, on en oublie parfois les efforts de l'autre partie, on ne voit que notre côté de la médaille. Afin de forcer votre vis-à-vis à voir votre côté de la médaille, vous pouvez utiliser la tactique juste et équitable. Il s'agit ici de lui faire réaliser l'ampleur de vos efforts en listant et en chiffrant tout ce que vous avez accepté d'ajuster depuis le début de la négociation. Vous mentionnez ensuite que pour que l'entente soit juste et équitable, vous vous attendez à ce que l'autre partie en fasse autant. Voici les étapes à effectuer pour utiliser cette tactique. 1. Lister ce que vous avez consenti depuis le début des discussions.
2 points chiffrés, le plus précisément possible, chacun des éléments. 3 points établissez la valeur totale de ce que vous avez octroyé. 4 points calculez la valeur des concessions de votre vis-à-vis et si ce n'est pas équitable, déterminez ce que vous voulez avoir en échange qui représente une valeur équivalente. 5 points préparez vos arguments afin de démontrer que ceci serait juste et équitable selon ce que vous avez déjà accordé. Ne laissez pas votre vis-à-vis déterminer ce qu'il doit vous donner en échange. Calculez et demandez ce que vous jugez acceptable dans ce cas. Ainsi, vous démontrerez ce que vous jugez comme étant juste et équitable. Quand l'utiliser? Cette tactique est particulièrement utile lorsque vous jugez que votre opposant manque d'empathie, qu'il n'accorde pas d'importance et dénigre ce que vous avez accordé. Il ne semble pas réaliser la valeur de ce que vous avez mis sur la table, ni les efforts que vous effectuez afin d'arriver à une entente. Il est alors temps d'utiliser la tactique juste et équitable pour lui faire réaliser vos efforts et lui en demander tout autant. En effet, trop souvent en négociation, les parties ne s'évaluent strictement qu'en comparant leurs objectifs, sans tenir compte des efforts de l'autre partie. La tactique juste et équitable aura pour impact d'introduire un nouvel angle d'analyse pour la sensibiliser à votre cause. Toutefois, attention, faites vos calculs avant car si l'autre a concédé autant ou plus que vous, la tactique se retournera contre vous. Démonstration. Imaginons une boîte de consultants qui négocie un mandat. Nous avons travaillé pendant 2 semaines afin de pouvoir vous présenter cette offre. Et du revers de la main, vous la refusez. Réalisez-vous que pour pouvoir vous proposer le consultant senior demandé, nous avons dû le retirer d'un autre mandat, ce qui nous a obligés à investir 30 heures pour trouver une nouvelle ressource, la mettre au courant du dossier, la présenter au client et effectuer 2 journées complètes en duo afin d'assurer le transfert de ce mandat? Nous espérons en contrepartie que vous respecterez ce qui avait été avancé à la table et que vous nous consentirez les 2 mandats de 360 heures au tarif proposé. Force. Cette tactique permet de brosser efficacement le portrait de ce qui a été fait de votre part et de démontrer tout le travail que vous avez accompli. Elle montre votre côté de la médaille et fait réaliser à votre vis-à-vis que ce que vous avez effectué et accordé a demandé des efforts et apporte de la valeur à votre entente. Si celui-ci croyait que rien n'a été fait et que tout était facile pour vous, cette tactique vient démontrer votre réalité. Devez-vous refuser d'autres mandats pour pouvoir le servir? Avez-vous dû faire approuver votre proposition par votre patron, par les propriétaires de l'entreprise? Avez-vous dû convaincre vos collègues d'aller à l'encontre de certaines politiques d'entreprise pour pouvoir accorder les éléments importants? Avez-vous eu à revoir le calendrier de production pour l'accommoder? Avez-vous eu à mobiliser votre équipe de recherche pour développer une formule particulière? Donnez de la valeur à ce que vous avez consenti et demandez que votre vis-à-vis vous en accorde tout autant. Contre-tactique. Si votre vis-à-vis utilise cette tactique, c'est qu'il juge en avoir fait plus que vous et il ne voit pas ce que vous avez fait. Si vous avez aussi fait des efforts et consenti certains éléments, utilisez la même tactique que lui et démontrez la valeur de ce que vous avez octroyé pour prouver que si cela doit être juste et équitable, c'est à lui de consentir de nouveaux éléments. À votre tour de lui montrer votre côté de la médaille. Si en effet il a octroyé plus d'éléments que vous, vous devrez démontrer pourquoi ceci n'a pas la valeur qu'il y accorde afin d'en diminuer la portée. Je comprends que vous devez investir pour répondre à mon besoin, mais votre compétiteur n'a pas à effectuer ceci et ne demande donc pas de le prendre en considération. Vous devez d'être compétitif et ce n'est pas à moi de couvrir cet investissement pour vous. Je comprends que cela représente beaucoup d'efforts de votre part. Il ne serait toutefois pas raisonnable de me demander de vous octroyer toute la valeur que vous accordez à cet élément. Tactique numéro 09. Exigez l'offre juste. Description. Vous êtes un joueur important dans votre industrie et vous le savez. Les entreprises se battent entre elles pour faire affaire avec vous. Pour entamer la négociation, prévoyez une première rencontre avec vos interlocuteurs. À leur arrivée, mentionnez-leur que la négociation ne débutera pas aujourd'hui. Annoncez-leur que vous voulez plutôt leur présenter votre entreprise et leur faire comprendre l'importance des discussions à venir. Pour ce faire, vous préparez une présentation décrivant votre entreprise, sa notoriété, ses succès, sa mission, ses valeurs, sa position dans le marché, sa renommée, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, les partenaires importants, le nombre de clients, la quantité de produits vendus, les mandats importants, l'historique de votre partenariat. Tout ce qui peut prouver l'importance de la place que vous occupez dans le marché. Après avoir expliqué tout ceci, mettez l'accent sur les attentes élevées que vous avez face à leurs propositions. Faites-leur comprendre que vous allez exiger l'offre juste,
une proposition digne de votre position, de votre notoriété et que vous préférez qu'ils retournent travailler leur offre, car vous ne voulez pas être déçu, voire même insulté. Comme vous le réalisez, nous utilisons ici les cordes sensibles, les émotions pour gagner quelques points grâce à notre notoriété et notre importance. Nous voulons que notre vis-à-vis ait peur de nous décevoir et qu'il revoie sa proposition avant de la présenter. Quand l'utiliser? La tactique exiger l'offre juste sera utilisée avant même que votre interlocuteur ait formulé sa première proposition. Elle s'utilise donc au tout début de la négociation. Elle est d'autant plus pertinente face à un vis-à-vis qui aborde cette négociation comme tous les autres, comme une commodité. Dites-vous qu'il vous sera difficile de négocier s'il vous considère comme une commodité. Au même titre, si vous vous doutez que l'autre partie emploiera la tactique numéro 19, ancrage extrême plutôt que la tactique 14, ancrage raisonné, il sera judicieux d'utiliser la tactique exiger l'offre juste afin qu'il revoie sa position. Démonstration. Imaginons la haute direction d'une entreprise industrielle qui négocie l'octroi de la gestion de son fonds de pension auprès d'une firme d'actuaires. Comme vous le savez, nous sommes en affaires depuis plus de 30 ans et au cours des dernières années, nous sommes devenus le chef de file dans notre domaine. Nous comptons maintenant plus de 1000 employés et sommes positionnés pour croître encore afin d'atteindre un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de dollars dans 3 ans. Vous comprenez que le régime d'assurance collective que nous envisageons revêt une importance cruciale. Nos attentes sont très élevées face à votre proposition. Nous préférons que vous retourniez retravailler votre offre afin de nous revenir avec une offre à la hauteur de notre notoriété et représentative de l'entreprise que nous sommes. Ce serait dommage de commencer sur un faux pas de votre part. Force. La tactique exiger l'offre juste permet d'obtenir des concessions de l'autre partie avant même de commencer la négociation. Vous n'avez donc rien à donner en échange pour créer ce premier rapprochement. Vous utilisez simplement votre importance et votre notoriété pour gagner du terrain. Bien entendu, plus vous réussirez à démontrer toute votre importance, plus votre vis-à-vis voudra ajuster sa proposition. Travaillez donc immédiatement votre présentation initiale. Contre-tactique. En contre-tactique, vous avez 2 possibilités. Premièrement, vous pouvez accepter de retourner à la table à dessin pour retravailler votre offre. Toutefois, vous ne la retravaillerez pas vraiment. Vous allez simplement identifier les éléments que vous aviez déjà inclus et mentionnerez que ce sont des ajustements faits à la suite de la première rencontre. De cette façon, vous pourrez dire à votre vis-à-vis que vous avez déjà fait des efforts et vous flatterez son ego au passage. Cependant, si les négociations doivent commencer rapidement et que vous ne pouvez pas vous permettre une deuxième rencontre, vous tenterez de commencer la négociation maintenant. Vous remercierez votre interlocuteur de la présentation et lui mentionnerez que vous avez toutefois déjà pris ceci en considération. En effet, vous connaissez son importance, sa notoriété et vous savez que votre offre sera intéressante. Présentez ensuite votre proposition en expliquant pour quelles raisons vous vous êtes positionné de cette façon et allez de l'avant. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Tactique numéro 10. Règlement historique. Description. Tout comme l'avocat qui étudie et utilise des décisions juridiques précédemment rendues la jurisprudence, pour illustrer comment une cause peut être résolue, vous pouvez utiliser un règlement historique pour résoudre votre négociation. Il s'agit donc ici d'amener à la table une entente similaire ainsi que la façon dont celle-ci a été statuée et de l'appliquer à votre cas en démontrant les similitudes. C'est une façon de donner du poids à votre proposition de règlement en démontrant que d'autres l'ont fait ainsi, que ça se passe comme cela ailleurs et que malgré tous ces arguments, ça ne fonctionne pas comme il l'entend. Ceci peut très bien être appliqué dans le domaine de la construction par exemple, où il nous est possible de consulter devis, offres, produits finalement proposés et utilisés. On peut aussi souvent employer cette tactique dans les secteurs publics et parapublics, puisque certaines informations concernant des règlements précédents sont accessibles et disponibles. Il est aussi pertinent d'utiliser des règlements d'une industrie connexe, d'un domaine comparable, d'un secteur d'activité subissant les mêmes changements, affectés par les mêmes variables économiques ou tendances similaires. Dans ce cas, il vous faut établir et expliquer les similitudes et faire valoir les raisons pour lesquelles votre situation est comparable. Il sera ensuite possible de statuer sur ce qui a été fait dans ce cas et comment vous proposez de l'appliquer à votre situation. Il est aussi très efficace d'utiliser des règlements historiques provenant de votre propre entreprise. Par exemple, vous pouvez utiliser et l'entente négociée avec les employés d'un autre département ou d'une autre usine, et les statistiques de performance obtenues sur un projet similaire pour effectuer les calculs de rendement, et l'accord convenu avec un client provenant d'une industrie ou d'une région différente.
Le règlement finalisé par une autre de vos usines dans un cas similaire. Et un jugement qui a été rendu en votre faveur dans un cas similaire. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons accès à beaucoup d'informations. Le défi n'est pas l'accès, mais bien le tri de l'information. Faites-vous aider par un collègue ou du personnel administratif. Vous trouverez peut-être un règlement à votre avantage. Quand l'utiliser? Cette tactique sera utilisée dans les cas de litiges importants où les deux parties ont des arguments forts qui leur permettent de camper sur leur position. Nous sommes donc ici en présence d'un écart important entre les deux points de vue qu'il sera difficile à concilier. Nous voulons donc utiliser la tactique règlement historique avant de nous en remettre à une tierce personne, telle qu'un médiateur ou les tribunaux. Démonstration. Vous êtes fournisseur de différentes matières premières. Vous vendez entre autres du thermoplastique permettant de thermoformer plusieurs produits différents. Un important client veut que vous le dédommagiez de plusieurs milliers de dollars pour la dernière commande qu'il a déclarée non conforme. En effet, plusieurs problèmes de thermoformage ont eu lieu. La matière ne s'étire pas bien, elle se fissure, elle est difficile à démouler et les produits finis manufacturés avec celle-ci ont un pourcentage de défectuosité plus élevé. Le client veut donc vous voir couvrir une partie des frais engendrés par les défectuosités et les retards de production et réclame 50% de remise. Toutefois, une analyse effectuée chez un autre de vos clients ayant vécu un problème similaire vous permet de démontrer que la défectuosité n'a, dans les faits, coûté que 15% de remise, en calculant tous les frais de défectuosité et les retards. Par conséquent, le fournisseur utilise la tactique règlement historique comme suit. Je comprends les problèmes que nous avons causés et sachez que nous avons pris tous les moyens pour ne plus qu'ils se reproduisent. Aussi, nous avons fait des calculs minutieux que voici avec un autre de nos clients et l'impact s'est avéré être entre 12% et 15% de remise après avoir tout compté. C'est pourquoi nous vous offrons 15%. Force. La force de cette tactique réside dans le poids qu'elle apportera à vos arguments. Elle amène un regard nouveau sur une situation qui semblait inconciliable, puisque basée sur deux points de vue différents. Elle donne une cible vers laquelle se diriger qui est difficilement discutable puisqu'elle a déjà été acceptée par un autre. Elle vous met donc en position de force en semant le doute sur ce que l'autre partie avançait et en l'incitant à accepter. Contre-tactique. Confronté à cette tactique, votre rôle sera de démontrer rapidement que ce règlement ne s'applique pas. Il vous faut souligner ici ce qui est différent dans votre cas. Prenez le temps de bien écouter et questionner le cas qui vous est présenté. Prenez des notes et demandez des documents pour vous y référer, ou les intervenants de cette cause à qui vous pourriez parler. Au besoin, ajournez la rencontre afin d'analyser le tout et de préparer vos arguments puis planifier la suite. À vous de savoir ce qui s'applique, mais surtout ce qui ne s'applique pas. Tactique numéro 11, bénéfice intangible. Description. En négociation, nous nous attardons, et ce avec raison, aux éléments tangibles que nous avons à négocier. Depuis le début de ce livre, nous nous attachons à ancrer notre proposition, à soutenir notre position par des faits concrets, à fixer des objectifs, à calculer notre marge de manœuvre qui représente souvent ce que nous sommes prêts à concéder. Bref, nous regardons les points à discuter et réfléchissons sur les meilleures façons de diminuer l'écart afin d'en arriver à une entente. Ici, par cette nouvelle tactique, je vous propose de réfléchir à l'extérieur de la boîte, de prendre une feuille blanche et de dresser la liste des bénéfices intangibles que votre vis-à-vis obtiendra en faisant affaire avec vous. Ce ne sont pas des éléments à négocier, mais bien une liste de privilèges, en quelque sorte, d'être le partenaire de votre projet. Alors quels peuvent être ces bénéfices intangibles? Être les premiers à percer ce secteur au pays. Développer une expertise additionnelle dans un domaine précis grâce à votre équipe. Devenir les seuls à avoir cette certification dans le secteur. Bénéficier d'une visibilité accrue dans le domaine auprès de partenaires majeurs. Et augmenter leur notoriété en s'associant avec vous. Développer une image corporative forte et professionnelle. Couvrir des investissements importants effectués au cours des derniers mois. Diversifier leur offre afin de diminuer les risques. Démontrer leur versatilité et ouvrir les portes d'un domaine différent. Assurer un volume d'affaires constant. S'associer avec une marque en demande. Faire équipe avec les meilleurs, les numéros 1. Perfectionner certains de leurs processus grâce à votre expertise. Trop peu souvent mis de l'avant, ces éléments viennent expliquer à votre interlocuteur que derrière les valeurs monétaires et les points à discuter, il y a certains bénéfices à prendre en considération. Vous n'êtes pas ici des adversaires, mais de solides partenaires qui pourront s'aider mutuellement. Alors,
Quelles sont les compétences ou l'expertise qu'il pourra développer grâce à vous? À quoi ou à qui aura-t-il accès? Quelles portes lui ouvrirez-vous? Quels impacts votre partenariat aura sur son image, sa notoriété, son entreprise? Quand l'utiliser? Bien sûr, cette tactique est particulièrement efficace lorsqu'il y a des bénéfices intangibles importants à faire valoir et que vous croyez que ceux-ci, bien qu'intangibles, ont une valeur aux yeux de votre interlocuteur. Préparez-en la liste avant la rencontre et établissez les impacts que ceux-ci peuvent avoir pour lui. Surtout, prenez le temps de discuter et de débattre avec l'autre partie pour en faire ressortir toute la valeur. Démonstration. Imaginons l'acheteur qui veut convaincre un fournisseur manufacturier d'accepter de baisser ses prix. Je sais que vous êtes un fournisseur important chez les manufacturiers du domaine de la construction. Nous parlons toutefois ici de pièces se dirigeant tout droit dans nos usines approvisionnant le domaine de l'aéronautique. Ce partenariat vous ouvrira bien grandes les portes de ce secteur en démontrant votre précision et votre versatilité. Nous pouvons vous aider à vous tailler une place de choix dans le domaine pour grandir et développer l'expertise nécessaire dans cette industrie. Je sais que ce premier mandat vous aidera à cheminer à ce niveau. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait avec notre partenaire X, qui est maintenant un joueur majeur de notre industrie. Force. La force de cette tactique réside dans le fait qu'elle met en veilleuse les éléments de négociation pour un moment afin de mettre en lumière la valeur ajoutée importante que ce projet, cette entente, ce partenariat reflètera pour votre vis-à-vis. Il est difficile d'accorder une valeur monétaire à ces bénéfices, donc très difficile de les chiffrer. Plus vous saurez démontrer et verbaliser ces bénéfices par des exemples concrets, plus la force de la tactique sera herculéenne. Contre-tactique. Confronté à cette tactique, vous devez premièrement acquiescer à ces bénéfices s'ils s'avèrent véridiques. Vous pouvez mentionner que vous en êtes conscient et que c'est justement l'une des raisons qui rend ce projet si intéressant pour vous. Deuxièmement, vous pouvez rendre l'appareil, soit de présenter leurs bénéfices intangibles. Il est fort à parier que le partenariat leur procure certains avantages à eux aussi. Troisièmement, démontrer que ces bénéfices ont déjà été pris en considération dans votre offre et que ce qui est important pour vous est de pouvoir régler les derniers points en litige afin de débuter ce partenariat. Ceci vous permettra de remettre la table sur les derniers éléments à négocier et d'ancrer de nouveau votre position. Parce que, vous savez, pour conclure une entente en négociation, il est important de nous attarder sur les éléments tangibles que nous avons à négocier. Tactique numéro 12. Éliminer les spectateurs. Description. Si vous avez déjà vécu une négociation à plusieurs de chaque côté de la table et que vous étiez le porte-parole, vous savez à quoi nous faisons référence avec la tactique éliminer les spectateurs. En effet, quand plusieurs perdus analysent toutes vos paroles et tous vos gestes à la table de négociation, pire quand tout le monde prend des notes, il est très difficile de ne pas sentir une pression qui se transforme souvent en frein, en blocage. Les spectateurs peuvent nuire à l'avancement de la négociation, car prendre un risque en proposant une compensation à l'autre partie peut vous faire mal paraître si la manœuvre échoue. Il en va de même pour l'autre partie, peu de gens aiment se sentir observés. Encore moins si on risque de porter le poids de l'échec de la négociation ou d'un moins bon résultat que celui souhaité. C'est facile pour les spectateurs de critiquer le travail accompli à la table de négociation. Qui n'a pas entendu « moi je n'aurais pas fait comme ça, j'aurais été beaucoup plus ferme à sa place. Jamais je n'aurais accepté une offre pareille. Les achats devraient apprendre à durcir le ton avec les fournisseurs et vice-versa. Cela aurait été mieux de négocier avec l'autre. » Enfin bref, vous voyez le genre. C'est trop facile de jouer au gérant d'estrade. Et c'est trop souvent le rôle que les spectateurs prennent lorsqu'ils assistent à la négociation. Soit dit en passant, si vous avez vos gérants d'estrade qui assistent aux discussions, donnez-leur des rôles précis, tels que greffier, celui qui prend en note tout ce qui se dit. Analyste du non-verbal et paraverbal, celui qui observe les gestes et le ton. Analyste stratégie, celui qui tente de décoder le plan de l'autre partie, son processus ou schéma de préparation. Et le contrôleur financier, celui qui évalue la valeur des offres et contre-offres. En préparation, partagez bien votre plan de négociation avec les spectateurs et faites sortir les suggestions avant, plutôt qu'elles ne sortent en critique après. Ils pourront vous faire bénéficier de leurs idées et expériences. Mais revenons à notre tactique éliminer les spectateurs. Il s'agit d'abréger une rencontre de négociation ou d'ajourner et tenter de la reprendre sans que les spectateurs de l'autre partie ne l'observent. Il y a fort à parier qu'ils ne se rendent même pas compte de l'effet qu'ils ont sur lui et sa façon de se comporter. Cette tactique est inusitée dans le sens où elle aide les deux parties. L'astuce sera de rappeler l'autre et de faire le reste, ou une partie de la négociation,
à l'abri des regards. Vous lui proposez un rendez-vous informel, rapide, de quelques minutes, en face à face ou au téléphone, en vous organisant pour qu'il ne puisse pas débarquer avec son groupe de spectateurs. Vous pouvez même lui annoncer que vous serez seul en lui proposant ouvertement qu'il vaudrait peut-être le coup de tenter de régler le dossier ensemble. La tactique éliminer les spectateurs sera encore plus intéressante lorsque vous connaissez certains des spectateurs de l'autre partie et que vous les savez plus difficiles ou intraitables. Quand l'utiliser? La prémisse de base qui devrait vous inciter à utiliser la tactique éliminer les spectateurs est lorsque vous remarquez qu'il n'y a pas de progrès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avancement. La partie adverse n'ose pas faire d'offres, de concessions ou de tentatives pour régler le dossier et vous soupçonnez que cela est possiblement dû au père Dieu qui l'observe. Dès qu'il y a plus d'une personne à la négociation, assurez-vous de bien identifier qui est présent, questionnez-les sur leur rôle et responsabilités, mais surtout pourquoi ils sont présents à cette négociation. Vous serez surpris de constater que ces personnes ne sont pas toujours bien préparées à être interpellées. Dans tous les cas, vous saurez au moins à qui vous avez affaire. N'allez pas croire que parce que le porte-parole est le président, vous n'aurez pas besoin de cette tactique. Le président n'a pas plus envie d'échouer que les autres avec une tentative sous le regard de subalternes. Démonstration. Premièrement, validez vos indices. Est-ce que le porte-parole se retient à cause des observateurs présents dans son groupe? Pourquoi ne pas suggérer une pause à l'autre partie et vous retirer avec votre groupe afin de vous consulter? Avons-nous intérêt à maintenir la pression envers l'autre partie ou au contraire, anticipons-nous de pouvoir faire plus de gains s'il ouvre son jeu ou avec de nouvelles options? Dans de telles circonstances, allez-y et proposez l'ajournement avec une approche comme « À la lumière de toute l'information qui a circulé aujourd'hui, nous souhaitons ajourner la négociation pour mieux poursuivre demain. » Une heure plus tard, tout en lui donnant le temps de retourner à son bureau, rappelez-le et prétextez que votre débriefing a soulevé quelques questions et que vous souhaitez en discuter quelques minutes en privé comme suit. Après votre départ, nous avons discuté et certains me suggéraient de voir une ou deux possibilités. As-tu quelques minutes? Nous pourrions nous rejoindre à mi-chemin. Et hop! Le tour est joué. Vous reprenez la négociation là où vous en étiez, mais sans les spectateurs. Force! La grande force de la tactique éliminer les spectateurs est d'enlever de la pression et par le fait même, de permettre à l'autre partie de discuter plus ouvertement, de prendre des risques avec des suggestions, des concessions ou un nouvel angle d'analyse sur le dossier. De plus, l'un des avantages est de permettre à l'autre partie d'expliquer à sa manière l'entente obtenue en privé. Il y a fort à parier que l'autre sera le héros de l'histoire, celui qui a sauvé la négociation. Il y aura certainement un décalage entre vos versions. C'est sa façon de préserver son image, son ego et c'est tant mieux. Votre but n'est pas de gagner au détriment de l'autre, mais bien de régler votre négociation selon vos critères et vos préférences. Contre-tactique. Si on utilise la tactique contre vous, évaluez d'abord s'il ne serait pas bénéfique pour tout le monde de poursuivre sans spectateurs. Si, au contraire, vous estimez que la pression imposée par les spectateurs vous est bénéfique, eh bien, refusez simplement. Et s'ils proposent d'ajourner, insistez pour replanifier immédiatement une nouvelle rencontre avec tous les spectateurs présents, ou insistez encore pour profiter du fait que tout le monde soit présent pour poursuivre les discussions afin de conclure. Tactique numéro 13. Compensation. Description. La tactique compensation a pour objet d'offrir à l'autre partie en ajoutant un aspect à votre offre qui n'avait pas été discuté jusqu'à présent afin de l'inciter à s'ajuster ou accepter. Autrement dit, pour conclure et l'inviter à faire le dernier ajustement en votre faveur, vous introduisez un nouvel élément dont vous savez qu'elle souhaite l'obtenir. Évidemment, vous devez avoir bien évalué la valeur de ce que vous offrez en fonction de l'ajustement que vous demandez. Prenons par exemple le vendeur d'un système de climatisation industrielle qui à la fin, lorsqu'il ne lui reste plus que le prix sur lequel s'entendre, offre 2 ans d'entretien en compensation pour régler le dossier. Ou encore le particulier qui vend son bateau sur les petites annonces classées et à la fin pour s'entendre, offre l'équipement de ski nautique qui n'était pas inclus au départ. Les exemples sont multiples, la tactique compensation étant utilisée fréquemment. L'astuce sera évidemment de ne pas l'improviser, mais au contraire de l'avoir planifié et évalué dès le départ. Et surtout de présenter la compensation à la fin, comme une nouveauté ou un ajout qui aura pour effet d'inciter l'autre à acquiescer. Quand l'utiliser? La tactique compensation est à utiliser en fin de négociation, lorsqu'il ne vous reste qu'un élément sur lequel vous entendre et que vous évaluez ne plus être en mesure d'obtenir un ajustement de la part de l'autre sans offrir un échange de valeur. Tension. Si vous offrez trop rapidement une compensation, l'autre partie risque de l'inclure dans l'exercice de négociation, voire la tactique numéro 16,
offre contre offre progressive. Cette tactique s'utilise bien pour négocier le prix lorsque vous êtes près de vous entendre. L'autre partie aura l'impression de gagner en obtenant une compensation pour son dernier effort. L'orgueil, l'estime de soi et l'image projetée sont des facteurs que vous ne pouvez négliger. Tout le monde aime avoir le sentiment que c'est équitable, juste et que chacun fait un effort. Démonstration. Imaginons que vous êtes le fournisseur qui présente ses produits dans une grande chaîne de magasins au détail. Comme il est d'usage, les responsables à l'approvisionnement vont vous présenter des frais d'introduction ou frais de listing. En tant que fournisseur, vous allez les négocier à la baisse et même, si possible, tenter de ne pas payer de frais d'introduction du tout. Vous allez négocier en utilisant comme argument que vous souhaitez investir cet argent en publicité aux consommateurs afin de stimuler les ventes. L'approvisionneur négocie en utilisant les arguments que l'introduction en tablette dans ces magasins vous garantit une visibilité nationale à travers tout le Canada. Ayant atteint un blocage, après des heures et des semaines de négociation, l'approvisionneur utilise la tactique compensation en proposant ceci. Vous savez quoi? Comme vous souhaitez conserver une partie de votre budget pour faire de la publicité, nous sommes prêts à insérer un encart publicitaire à nos frais dans notre circulaire national si vous acquittez les frais de listing. En plus de créer du mouvement pour régler le dossier, l'approvisionneur prouve qu'il prend vos intérêts en compte en offrant une compensation taxée sur la publicité. Force. La tactique compensation a pour force de créer du mouvement, soit d'offrir à l'autre une justification pour faire l'effort final. Elle a aussi pour force que cette dernière compensation était planifiée depuis le début pour vous. Il s'agit donc d'un ajustement que vous étiez prêt à faire. Elle a aussi pour force de bien faire paraître l'autre partie en lui donnant l'impression qu'il vous en a arraché une. N'est pas rare de rencontrer un blocage au final, soit que les deux parties ont épuisé tous leurs arguments et c'est à ce moment qu'elle crée du mouvement en introduisant un nouvel et dernier aspect. Contre-tactique. Si on utilise la tactique compensation contre vous, assurez-vous de bien évaluer la valeur de cette offre. Est-elle suffisante lorsque comparée à l'effort qui vous est demandé? Ne cherchez pas à vous convaincre ou, pire, à négocier à l'interne avec votre patron pour le convaincre qu'il s'agit d'une compensation équivalente ou rentable. La fatigue de la négociation, la crainte de perdre le contrat ou simplement la peur du refus vous place dans un état d'esprit émotif qui vous incite à accepter la compensation offerte. Mettez vos lunettes de comptable et calculez. Prenez le recul qu'il faut pour bien évaluer la compensation, quitte à la négocier ou à la refuser, et à reprendre la négociation là où vous en étiez. La patience et le calcul sont des atouts payants en négociation. Chapitre numéro 2. Tactique distributive. Il s'agit de tactiques dédiées à négocier le plus de valeur possible en votre faveur. Contrairement aux tactiques collaboratives, ces tactiques cherchent à maximiser vos gains au détriment de ceux de l'autre partie. Les négociations de ce type visent à tirer vers vous un maximum de valeur. Ces tactiques seront à préconiser lorsqu'il n'y a pas de relation ou de partenariat à établir avec l'autre partie. Des négociations sans lendemain où les parties n'ont que peu de chances de travailler ensemble de nouveau. Tactique numéro 14, ancrage raisonné. Description. Cette tactique a pour objectif de positionner votre version de la solution et de démontrer à l'autre partie que votre approche fait preuve de respect et de logique. Trop souvent en négociation, les parties ont tendance à émettre des propositions initiales agressives qui ont pour effet de choquer ou frustrer l'autre partie. En agissant de la sorte, le négociateur estime qu'en tirant la couverture de son côté au maximum, il obtiendra une meilleure entente. L'ancrage agressif est une tactique en soi, mais loin d'être collaborative, voire les tactiques pour mettre de la pression au chapitre 7. Par ancrage raisonné, on entend être celui qui propose à l'autre une valeur pour régler le différend. Afin de créer un rapprochement et inciter l'autre à négocier, cette valeur doit être réaliste et expliquée. Certes, elle doit être à votre avantage, mais dans les limites de l'acceptabilité pour l'autre partie. Un ancrage peut se pratiquer sur le nombre de jours lorsque vous négociez un délai de livraison, sur une quantité lorsque vous négociez un lot de production, sur la qualité lorsque vous négociez pour obtenir une qualité supérieure, et bien sûr sur le montant en dollars lorsque vous négociez pour un meilleur prix. En fait, c'est l'unité à négocier qui fait l'objet d'ancrage. Un ancrage se compose souvent de plusieurs valeurs. Par exemple, vous ancrez pour l'achat d'un condo sur le bord de la mer au prix de 680 000 $ et exigez qu'il soit repeint et libéré pour le 1er décembre. Sans savoir exactement où se situe le ZOPA, Zone of Possible Agrément ou zone d'accord possible de votre vis-à-vis, vous devez ancrer à la limite inférieure si vous êtes l'acheteur de votre zone d'entente,
afin de vous positionner à un endroit qui semblera acceptable pour un départ de discussion pour le camp adverse. Vous aurez compris qu'un ancrage raisonné doit être préparé, étudié et, surtout, soutenu par un argumentaire. Ce qui veut dire qu'ancrer sans argumenter pour appuyer et expliquer son ancrage équivaut à un ancrage agressif ou un bluff. Quand l'utiliser? La tactique ancrage raisonné s'utilise dès que vous êtes en mesure d'établir un minimum et un maximum sur les valeurs à négocier et que vous souhaitez prendre le contrôle de la négociation et amener l'autre partie à collaborer pour vous accommoder. L'ancrage raisonné est une tactique pour amener la négociation dans sa zone de confort concernant les valeurs à régler. Son utilisation est encore plus recommandée pour prendre les devants face à un négociateur expérimenté afin de ne pas lui laisser l'initiative et le leadership d'action en ancrant lui-même. Toutefois, si vous ne connaissez pas le marché ou les valeurs à accorder à votre ancrage, vous ne pouvez pas utiliser cette tactique. Dans de telles circonstances, vous devrez attendre que l'autre partie fasse une première offre pour ensuite négocier. Démonstration. Voici des exemples d'ancrage et d'arguments pouvant soutenir votre demande. Nous nous attendons à payer $1 de moins l'unité, étant donné la baisse du prix des matières premières. Notre prix est en hausse de $1 l'unité, étant donné la hausse du coût de la main-d'œuvre. Notre nouveau prix est de $1 de plus l'unité, étant donné l'investissement en technologie et les innovations apportées. Nous vous offrons $680 000 pour votre condo s'il est repeint et libéré pour le 1er décembre, en nous basant sur l'analyse des comparables que voici. Cette année, étant donné l'accroissement de notre volume de commandes pour vos produits, nous nous attendons à au moins 10% de réduction de prix. Évidemment, plus vous serez en mesure d'étoffer votre argumentaire, plus vous serez en position de force vis-à-vis l'autre partie. À vous de bien vous préparer. Force. En plus d'inciter l'autre à collaborer, votre ancrage raisonné vous permet de prendre le leadership et d'amener l'autre à négocier selon vos attentes, dans votre zone de confort. Mais attention, la ligne est parfois mince entre un ancrage juste et un ancrage agressif. Avec un ancrage agressif, vous risquez de saboter tous vos efforts de collaboration et d'inciter l'autre partie à se retirer de la négociation. Contre-tactique. Voici 2 façons de réagir si l'autre partie vous prend de vitesse et propose son ancrage avant que vous ayez le temps de le faire. Jouer le jeu ou ignorer l'ancrage. 1 point. Jouer le jeu. Si l'ancrage est juste, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Votre réaction sera de contre-argumenter chacun des faits soutenus par l'autre partie afin de rectifier son ancrage. Comme elle a ancré le premier, c'est donc vous qui aurez tout le travail de ramener les valeurs de l'ancrage dans votre zone de confort. Et en contre-argumentant chacun de ces points, vous serez ensuite en mesure d'ancrer à votre tour. 2 points. Ignorer l'ancrage. Vous pouvez aussi ne pas réagir à son ancrage initial et poursuivre avec votre propre ancrage suivi de votre argumentaire, en utilisant simplement une phrase telle que « Je comprends votre point de vue, toutefois nous estimons qu'avec la conjoncture économique actuelle, le prix devrait être de… » Ainsi vous placez votre propre ancrage. L'astuce est de forcer l'autre partie à réagir à votre propre ancrage plutôt que de la laisser revenir au sien. Tactique numéro 15. Concession-échange au compte-gouttes. Description. La tactique concession-échange au compte-gouttes permet de maximiser vos gains en multipliant les compensations obtenues de l'autre partie. Et de ce fait, elle crée une pression croissante sur l'autre partie pour régler car plus elle fait d'efforts, plus elle est engagée, donc moins elle aura le goût de se retirer. En effet, l'autre partie sera tentée de poursuivre le processus, pensant que c'est la dernière concession qu'elle a effectuée. Il s'agit donc, de votre côté, de morceler en petites tranches votre marge de manœuvre et de les présenter au compte-gouttes à la partie adverse. Cependant, à chaque fois, il faut bien vous assurer d'obtenir le retour d'ascenseur avec une valeur supérieure ou équivalente à votre concession. Vous utilisez donc votre marge de manœuvre par petites tranches pour soutirer plusieurs points additionnels à votre vis-à-vis. Ce ne sont évidemment pas tous les dossiers de négociation pour lesquels nous pouvons utiliser la tactique concession-échange au compte-gouttes. En effet, pour être en mesure d'utiliser cette tactique, vous devez avoir la possibilité de bâtir une marge de manœuvre sur un ou plusieurs items à négocier avec l'autre partie afin de la morceler et de l'offrir par petites tranches. Prenez par exemple le cas d'un apprenti marin qui négocie l'acquisition de son premier voilier usagé d'un vendeur plutôt pressé de vendre pour avoir accès à ses liquidités. Pour utiliser la tactique concession-échange au compte-gouttes, il réduisait tranche par tranche ou jour par jour les délais dans lesquels il ferait inspecter et payer le voilier en question, en s'assurant, bien sûr, d'obtenir une concession sur le prix du vendeur. Par exemple, si je fais inspecter plus rapidement le bateau et que tout est réglé en 10 jours, de combien pouvez-vous ajuster le prix? Ok.
Si je défraie un supplément pour avoir mon inspecteur plus rapidement et qu'on règle le tout en 8 jours, serez-vous en mesure d'ajuster le prix d'un autre 2%? Et ainsi de suite. Comme pour toute négociation, moins vous improviserez, plus vous ferez des gains. Par exemple, notre apprenti marin savait bien qu'il pouvait régler le tout en 5 jours. Quand l'utiliser? Il s'agit d'une tactique compétitive qui a pour but de multiplier les concessions de l'autre partie. Vous avez besoin d'un rapport de force équilibré ou favorable, sinon, l'autre partie risque de mettre un terme à la négociation. Et vous devez être en mesure de morceler votre marge de manœuvre de façon à pouvoir la présenter tranche par tranche à l'autre partie. Évidemment, cette tactique peut être jumelée à d'autres et est utilisée comme démarche globale de négociation. Un bon négociateur aura aussi ciblé les concessions qu'il exigera en retour des concessions à faire. Démonstration. Rappelons que l'astuce en négociation pour utiliser la tactique concession-échange au compte-gouttes est de ne pas dévoiler sa marge de manœuvre à l'autre d'un seul coup, mais bien de le faire au fur et à mesure. Aussi, il faut présenter ces concessions de sorte que ce soit à l'autre de dévoiler la valeur de sa compensation afin que vous conserviez votre avantage en ne dévoilant la valeur de votre concession qu'après avoir entendu la sienne. Par exemple, un fournisseur de travaux pourrait demander à l'acheteur « Seriez-vous prêt à payer plus cher si nous affectons plus de personnel pour réaliser les travaux dans un délai plus court ?» Remarquez qu'il n'a pas dévoilé combien de ressources additionnelles il pourrait affecter. De plus, dans l'affirmative, il enchaîne avec la clarification des méthodes de paiement avant de dévoiler le nombre de ressources additionnelles. Il a donc, de cette façon, conservé l'initiative de la négociation. Force. Voilà une excellente tactique pour maximiser vos gains et mettre une pression sur l'autre pour adhérer à vos demandes d'ajustement. En effet, lorsque viendra pour vous le temps de mettre fin à la négociation, il est probable que l'autre saisisse l'occasion plutôt que de poursuivre l'exercice de concession et d'échanges multiples. Les ajustements multiples auront épuisé son énergie et sa marge de manœuvre. Votre plus grande difficulté proviendra certainement du manque de créativité en préparant les concessions à négocier. Contre-tactique. Lorsqu'on utilise contre vous la tactique de concession multiple, c'est à vous d'évaluer la concession proposée et d'évaluer s'il s'agit pour vous d'un aspect ayant suffisamment de valeur. On ne vous recommande pas de décliner les tentatives de négociation de l'autre, mais de bien prendre le temps d'évaluer les concessions offertes et de les évaluer à leur juste valeur. Vous devez toutefois éviter de faire de grandes concessions et d'être le premier à déterminer la valeur d'échange. Autrement dit, s'il vous offre par exemple la possibilité de vous livrer plus tôt en échange d'un bonus pour livraison hâtive, questionnez-le afin de découvrir quel serait justement ce meilleur délai, et retirez-vous pour évaluer s'il s'agit d'un avantage et si c'est de la valeur véritable pour vous. Ensuite, reconnaissez le stratagème pour conserver votre marge de manœuvre et pour l'utiliser au compte-gouttes seulement. Aussi, votre réflexe serait de questionner sur ce qu'il voit comme point restant à négocier afin d'évaluer s'il a l'intention de pratiquer cette tactique sur plusieurs aspects. Tactique numéro 16. Offre contre offre progressive. Description. Voici une autre tactique classique, celle de l'offre contre offre progressive, qui est une manœuvre courante en situation de négociation. Il s'agit d'une tactique distributive, dans le sens où aucune valeur n'est créée par les parties, mais elle est plutôt distribuée. Ce que l'un gagne, l'autre le perd. La tactique offre contre offre progressive est généralement utilisée pour négocier des valeurs quantitatives, telles que le prix forfaitaire, total ou unitaire. Les parties s'ajustent progressivement vers l'autre, jusqu'à ce qu'elles s'entendent. Voici des exemples de valeurs quantitatives qu'on appelle souvent nos métriques de négociation. Jours de travaux, heures de consultation, tonnes métriques de matières premières, pourcentage de ristourne, pourcentage de commission pour un représentant des ventes, l'augmentation salariale en négociation patronale syndicale, et le nombre de jours de vacances à l'embauche d'un nouvel employé. L'astuce est de progresser à petits pas, afin d'éviter d'avoir à faire de grands ajustements en faveur de l'autre partie. En vous ajustant avec de trop grands efforts, vous envoyez le message à l'autre partie que vous avez caché une trop grande marge de manœuvre. Il faut donc vous ajuster progressivement, par petits bonds, en exigeant à chaque étape que l'autre en fasse autant. Il faut également éviter de faire 2 ajustements consécutifs pour accommoder l'autre partie, ce qui équivaut à faire une concession sans que l'autre partie en fasse autant. Après avoir fait une concession, elle doit en faire de même. Le fait de pratiquer la règle des petits pas aura aussi pour effet de multiplier vos occasions d'obtenir des concessions de sa part, ce qui sera votre avantage si l'autre partie n'est pas compétente en la matière. Face à un négociateur malhabile,
vous aurez optimisé vos gains car il aura diminué la valeur de ses ajustements au fur et à mesure que sa marge diminuait. Dans tous les cas, l'astuce est d'accompagner ces ajustements avec un argument, tel qu'une explication ou justification pour légitimiser ce pourquoi vous vous ajustez en sa faveur, ce qui démontre le bien fondé de votre ajustement. Attention à ceux qui vont vous inciter à vous ajuster sans pour autant s'ajuster à leur tour. Par exemple, merci pour votre effort, toutefois c'est encore insuffisant car notre budget ne nous permet pas de payer si cher. Vous remarquerez que ce dernier vous incite à vous ajuster sans avoir fait l'équivalent. Dans de tels cas, contre-argumentez comme lui, mais n'ajustez pas votre offre. Et surtout, attention de ne pas dépasser votre limite. Il est d'ailleurs recommandé de bien fixer votre limite avant de commencer. C'est une façon d'éviter de faire des erreurs et de concéder plus que ce que vous auriez dû. Quand l'utiliser? La tactique offre contre offre progressive est à utiliser dans le cadre d'une négociation de métriques simples, comme pour le prix. C'est une tactique simple et facile à utiliser qui ne nécessite pas beaucoup de préparation autre que de ne pas oublier de progresser à petits pas et de fixer sa limite. Qu'il s'agisse de négociations commerciales ou patronales syndicales, nul besoin de posséder plus de pouvoir que l'autre partie. Toutefois, il est nécessaire d'avoir prévu initialement la marge de manœuvre. Démonstration. Les situations sont nombreuses, alors prenons celle de l'achat d'une terre à la campagne entre deux parties sans agent. Après avoir discuté, établi le climat et validé certaines informations, la démarche pourrait ressembler à ceci. Un point le vendeur commence en disant « Comme vous avez pu le voir avec l'annonce, le prix demandé est 320 000 $ pour les 5 acres. » 2 points l'acheteur réplique « Oui, et comme notre projet est d'y construire un seul chalet, nous avions établi un budget de 280 000 $ pour un terrain. » 3 points le vendeur revient en disant « Vous savez, les terres sont rares dans le secteur, mais je pourrais accepter 3 cents 000 $. 4 points l'acheteur dit « Laissez-moi regarder ça avec ma conjointe. » Puis le lendemain, il répond « C'est vrai que votre site est intéressant, c'est pourquoi j'améliore mon offre à 285 000 $. 5 points le vendeur réplique « Et si nous réglions pour 290 000 $. 6 points l'acheteur donne son offre finale. Le plus que je puisse vous offrir est 286 000 $. 7 points le vendeur accepte. Bon, d'accord. Évidemment, l'exemple est simplifié, mais vous avez remarqué que l'acheteur a respecté la consigne de progresser à petits pas. Il a mieux utilisé la tactique que le vendeur qui, lui, a vite démontré qu'il avait une grande marge de manœuvre. Force. La tactique offre contre offre progressive représente une méthode efficace pour créer du mouvement à la table de négociation et pour éviter de rencontrer l'impasse. C'est une tactique de rapprochement simple ne nécessitant que de bien comprendre vos données et votre limite avec lesquelles vous allez pratiquer l'offre contre offre progressive. Si l'ancrage initial, c'est-à-dire les positions émises d'entrée de jeu, n'est pas exagéré, cette tactique a pour force de maintenir un climat cordial et respectueux lors de la rencontre, car chacun fait des efforts pour s'entendre au fur et à mesure que la négociation progresse. Contre-tactique. Si on utilise contre vous cette tactique et que vous avez prévu une marge de manœuvre, allez-y, lancez-vous et progressez à petits pas. Toutefois, si votre prix est final ou très peu flexible, annoncez-le à l'autre partie et avisez-la que vous n'avez pas l'intention de pratiquer des offres contre-offres avec elle. Si l'autre partie fait une contre-offre de petite valeur, arrêtez et faites-lui remarquer que son ajustement n'est pas équitable et exigez qu'elle s'ajuste de nouveau. Tactique numéro 17. À chacun son tour. Description. Cette tactique consiste à amener l'autre partie à concéder point par point, sans avoir une vision d'ensemble sur tous les aspects à négocier. L'astuce est de négocier tous les aspects de l'entente, chaque clause, en commençant par les plus importants pour vous, pour ensuite négocier tour à tour, en passant au suivant, les aspects de l'entente sans que l'autre partie l'ait anticipé. Vous avez donc en tête une liste de toutes vos demandes, mais vous prendrez bien soin de les négocier une à une sans les annoncer au départ. On répète souvent que la patience vaut de l'or, ce qui est d'autant plus vrai en négociation. La négociation est souvent une tâche inconfortable pour le néophyte qui cherche à éviter ou à couper court aux situations inconfortables rencontrées en négociation. Or, tout à fait l'inverse est préconisé par cette tactique. Il s'agit d'ajouter des exigences ou des demandes au fur et à mesure et sans les annoncer pour vous créer de la valeur. Par exemple, le fournisseur, après avoir négocié le prix, peut chercher à négocier des termes de paiement plus courts, les frais de livraison, la majoration des prix en fonction des indices de prix à la consommation après la deuxième année de l'entente. Trop souvent, les contrats se renouvellent ou se signent rapidement sans qu'aucune des parties ne profite des leviers clauses,
sur lesquels les deux parties s'entendent d'emblée pour optimiser les gains. Avec la tactique à chacun son tour, on cherche à optimiser la valeur derrière chaque aspect à négocier. Qui sait, certains éléments ayant peu de valeur pour vous en ont peut-être beaucoup pour l'autre partie. Cette tactique a pour effet d'user l'autre partie en négociant sur chaque aspect et en négociant sur des points additionnels. L'astuce est de ne pas les annoncer à l'autre partie afin qu'elle ne se garde pas de réserve ou marge de manœuvre d'un élément à l'autre, pensant que c'était le dernier à négocier. Vous amenez l'autre partie dans un long corridor où, de porte en porte, il découvre un nouveau point à négocier et plus il progresse avec vous, plus il est engagé et moins il a le goût de se retirer, mais plutôt envie d'en finir. Il ne faut surtout pas annoncer ses couleurs à l'autre partie en énumérant tous les aspects qui seront à négocier. Il faut plutôt les prendre un par un en commençant par le plus important et progresser ainsi jusqu'au moins important en termes de valeur pour vous, et ce sans dévoiler que ces items ont moins de valeur. Quand l'utiliser? Pour utiliser la tactique à chacun son tour, vous devez posséder un certain pouvoir de force de négociation afin de garder l'autre partie à la table, comme un fournisseur dont le produit ou le service correspond parfaitement aux besoins de l'autre, ou un acheteur ayant des quantités substantielles à acheter dans une industrie où l'offre excède la demande. Bien entendu, bien d'autres motifs peuvent vous octroyer du pouvoir en négociation. Il vous appartient de bien évaluer. Cette tactique sera particulièrement utile lors d'une négociation sur plusieurs aspects monétaires et non monétaires contre lesquels vous pourrez obtenir des concessions ou une compensation. Toutefois, à la longue, elle mine le climat avec l'autre. Démonstration. Imaginons un particulier qui négociait l'acquisition d'une résidence secondaire à la campagne. Évidemment, dans ce type de négociation, l'élément le plus important sur lequel s'entendre est, bien sûr, le prix. Il s'agissait du secteur et du type de construction souhaité. Il restait à s'entendre sur le prix avec le propriétaire. La résidence était à vendre directement par le propriétaire, ce qui signifie qu'aucun intermédiaire ou agent n'était impliqué dans la transaction. En appliquant la tactique à chacun son tour, notre négociateur a enchaîné les aspects à négocier comme suit. S'entendre sur le prix, s'entendre sur les conditions d'inspection, s'entendre sur la date d'occupation, s'entendre sur la réparation des planchers, s'entendre sur le rafraîchissement de la peinture intérieure, s'entendre sur la réfection de la clôture extérieure, s'entendre sur la réparation du pavé, s'entendre sur la réfection du paysagement jardin. S'entendre sur les équipements nautiques à l'essai, s'entendre sur les outils de jardinage à l'essai, etc. Malheureusement pour lui, le propriétaire pensait son affaire réglée après avoir négocié le prix et il n'a pas eu le leadership nécessaire pour ouvrir la négociation sur le prix initial entendu. Bien que des compromis ou compensations aient été conclus sur certains des aspects négociables, les gains ont été importants pour l'acquéreur. Ayant réglé le prix, le vendeur ne pensait pas qu'il aurait à concéder sur chaque item. Force. L'avantage est de multiplier les occasions de vous créer de la valeur lors de la négociation. L'effet répressif de toujours amener un aspect additionnel à la négociation est en partie atténué par l'effet que les aspects sont d'importance, de valeur ou d'impact de moins en moins grand. C'est donc vrai qu'il a de plus en plus envie de mettre un terme à la négociation. Cependant, il s'encourage du fait que les aspects sont de plus en plus insignifiants. Contre-tactique. Voici deux façons de réagir si on utilise cette tactique contre vous. Premièrement, ne pas hésiter à rouvrir la négociation sur les points déjà conclus, même si vous aviez fait des gains. Il faut donc clairement aviser l'autre partie que si elle souhaite ajouter un nouvel aspect à la négociation, elle doit accepter de rouvrir l'entente sur les aspects importants préalablement conclus. Et deuxièmement, préciser à l'autre partie qu'avant de poursuivre, vous exigez de faire la liste de tous les aspects qu'elle souhaite négocier. Entendez-vous sur la liste et précisez qu'aucun autre aspect ne pourra être ajouté et introduit à la négociation avant de faire une première concession. Tactique numéro 18. Concession symétrique. Description. La tactique dite concession symétrique a principalement deux objectifs. Le premier est de faire réaliser à l'autre partie la valeur de ce qu'elle vous demande et d'exiger qu'elle s'ajuste d'autant, ou qu'elle vous offre une compensation équivalente. Le deuxième est de dissuader l'autre d'exiger autant en lui démontrant la valeur de ce qu'il nous demande. Nonobstant le contexte, vous devez être en mesure d'évaluer, de quantifier la valeur de la concession pour ainsi exiger, en contrepartie, une concession équivalente. Par exemple, le directeur d'approvisionnement et le directeur d'usine exigent du fournisseur qu'il inclue 3 ans d'entretien sur le robot qu'ils désirent installer sur la chaîne de montage. Le fournisseur fait la démonstration en termes de coûts, de pièces et de main-d'œuvre d'un technicien certifié à déployer tous les mois chez le client. La proposition initiale incluait une formation de l'équipe de maintenance du client,
afin qu'elle puisse assurer l'entretien du robot. Plutôt que dire non à la demande du directeur d'approvisionnement et du directeur d'usine, le fournisseur leur a proposé un partage des gains d'efficacité à titre de concession symétrique. Le coût pour déployer son technicien pendant 3 ans pour entretenir et optimiser le fonctionnement du robot pourra ainsi être récupéré. Quant au client, il se donne 2 ans pour apprendre à bien faire fonctionner le nouveau robot et minimise donc son risque financier et de fonctionnement. Les deux parties s'entendent. Parfois, la tactique concession symétrique sert davantage à dissuader l'autre partie qui ne réalise pas le coût de sa demande. Par exemple, un entrepreneur désire faire l'agrandissement de son usine 6 mois plus rapidement que ce qui est déjà prévu dans la proposition. Plutôt que de dire non, le contracteur a fait le calcul du temps supplémentaire et les coûts de location de machinerie nécessaires pour accélérer ses autres chantiers, afin de démarrer le sien plus rapidement. Il explique également que, pour sa part, une telle accélération n'est pas un avantage, mais qu'il est prêt à le faire si le client absorbe les frais. De son côté, l'entrepreneur a calculé combien cela représentait chaque mois où il peut utiliser l'espace additionnel. Bien sûr, il aurait aussi pu tenter de trouver un autre entrepreneur, mais comme sa demande est à la dernière minute, il sait qu'il n'a pas de chance de trouver mieux. Dans tous les cas, il s'agira de démontrer à l'autre partie qu'une demande, un ajustement ou une concession a un coût, une valeur, et qu'elle devra s'ajuster à son tour si elle souhaite l'obtenir. Quand l'utiliser? La tactique concession symétrique s'utilise davantage en fin de négociation, lorsque les deux parties savent, pour autant qu'elles arrivent à s'entendre, qu'elles désirent travailler ensemble. La plupart des clauses du contrat ont été discutées ou du moins présentées, car il s'agit d'une tactique qui a pour but de régler, de s'entendre. Donc, s'il reste encore plusieurs points à débattre, il sera préférable de mettre de côté le point sur lequel vous souhaitez appliquer la tactique concession symétrique pour régler d'abord les autres aspects. La tactique sera aussi efficace pour faire réaliser que sa demande est de grande valeur. Donc, à utiliser devant une demande exagérée en demandant l'équivalent. Démonstration. Imaginons le cas d'un achat du revêtement extérieur pour un édifice de 150 condos sur 8 étages. Le responsable des achats a tenu un appel d'offres et négocie présentement avec le fournisseur choisi. Le prix et quelques détails réglés, le responsable des achats arrive avec la dernière demande suivante. Tout est correct, toutefois l'architecte du projet n'a pas aimé nos choix de couleurs et exige que vous fournissiez le revêtement dans la couleur suivante. Après avoir ajourné pour bien évaluer la demande du client et bien préparer sa manœuvre, le fournisseur utilise la tactique concession symétrique de la façon suivante. Comme convenu et calculé dans l'appel d'offres, vous avez besoin de 138 000 pieds carrés de revêtement. Les prix soumis sont pour nos couleurs standards produites en grande quantité. Vous avez dans les faits 3 possibilités. 1. Commander l'équivalent de 300 000 pieds carrés de revêtement avec votre choix de couleur, ce qui nous permet de la mettre en production. 2. Commander 138 000 pieds carrés de votre couleur, mais au prix majoré de 25%, ou 3. Choisir parmi nos standards de couleurs. Vous remarquerez que, dans cet exemple simplifié, le fournisseur ne dit pas non et évite d'attaquer la demande de l'autre. En d'autres mots, il lui dit « c'est possible, mais voici ce que votre demande vaut ». Force. La plus grande force de la tactique concession symétrique est de faire réaliser à l'autre la valeur de l'ajustement qu'il demande ou de le dissuader de poursuivre en ce sens. Dépendamment du ton utilisé avec l'autre partie, cette tactique peut être collaborative ou compétitive, ce qui la rend intéressante. Elle sera collaborative si vous amenez votre explication avec preuves et chiffres à l'appui. Elle sera en revanche compétitive si vous gonflez, voire exagérez à votre avantage la valeur de sa demande. Aussi, cette tactique a pour force de vous permettre de dire oui à la demande de l'autre partie, à condition qu'elle fasse une concession symétrique équivalente. Très souvent, en négociation, nous sommes tentés d'attaquer les demandes de l'autre pour les tourner en ridicule. La tentation est grande, surtout s'il s'agit de demandes de grande valeur. Toutefois, en attaquant l'autre, vous ne risquez que d'aggraver votre relation et ainsi nuire à l'atteinte d'un règlement. Tandis qu'en utilisant la tactique concession symétrique, vous n'attaquez personne, mais vous exigez l'équivalent. Une différence importante. Contre-tactique. Si vous introduisez une demande à la table et que l'autre partie tente la tactique concession symétrique, vous avez le choix des réactions suivantes. Faites valoir que vous avez une alternative presque similaire, voire la tactique 29, presque comparable, qui vous donne ce que vous souhaitez, et ventilez la démonstration de valeur pour la dégonfler. C'est-à-dire reprendre ou exiger le détail de la valeur économique qu'il tente de prouver, voire la tactique numéro 56, ventilation progressive.
Et démontrez que votre demande est essentielle au règlement et qu'il n'y aura pas d'entente si l'autre partie ne s'ajuste pas. Toutefois, attention aux ultimatums, voire la tactique numéro 76 ultimatum. Assurez-vous d'avoir un véritable plan B ou d'être en mesure de rebrousser chemin s'il le faut. Tactique numéro 19, ancrage extrême. Description. Fini de jouer au gentil négociateur qui cherche le partenariat et la collaboration avec l'autre partie. Cette fois, on opte pour le coup de circuit, le grand coup. Même si le contexte de négociation vous le permet, la tactique ancrage extrême est une manœuvre à utiliser avec beaucoup de précaution. Cependant, lorsqu'utilisée en respectant les règles d'usage, elle peut vous permettre de capturer beaucoup de valeur. Il s'agit d'être la première partie qui propose à l'autre de s'entendre selon des conditions qui vous avantagent beaucoup. Pour reprendre une image que l'on connaît tous en négociation, c'est comme si vous tiriez la couverture de votre côté en ne laissant rien à l'autre partie. Il suffit donc d'être la première partie qui propose une valeur à l'autre pour régler. Dans la prochaine section, nous allons développer sur les conditions d'usage, mais soulignons ici simplement que si l'autre partie a moins besoin de vous que vous avez besoin d'elle, la tactique ne sera pas efficace. Pour fonctionner, la tactique ancrage extrême doit s'appuyer sur un rapport de force avantageux. On dit que c'est une tactique utile pour tester la marge de manœuvre de l'autre partie, du fait que lorsque vous amorcez la négociation ou que vous formulez une offre extrême et que vous vous ajustez seulement à petits pas au fil de la négociation, vous maximisez vos chances d'obtenir plus de concessions de la part de l'autre partie. Donc, contrairement à la tactique numéro 14, ancrage raisonné, celle-ci est extrême. Elle consiste à faire une offre très agressive qui ne laisse rien à l'autre partie. Assurez-vous d'avoir le rapport de force pour la mettre à exécution car l'autre partie risque de décrocher, soit de mettre fin abruptement à la négociation. Il s'agit d'une technique de négociation compétitive, à la limite insultante, pour l'autre partie. Elle est à éviter si vous travaillez avec l'autre partie régulièrement ou si vous la croisez régulièrement, par exemple. Plus vous êtes en mesure de justifier votre ancrage extrême avec une argumentation, meilleure sera la réception ou plus vous aiderez l'autre partie à accueillir votre offre. Un exemple classique d'un bon moment pour utiliser la tactique ancrage extrême serait lors de l'achat d'un véhicule usagé d'un modèle très répandu, ce dont on en retrouve des centaines à vendre sur les annonces classées. Vu l'embarras du choix à votre disposition en tant qu'acheteur, vous pourriez les appeler un par un en proposant un prix vraiment agressif, jusqu'à ce que vous tombiez sur un vendeur qui a vraiment besoin de vendre. Ce n'est pas nécessairement agréable, mais ça marche si les conditions gagnantes sont réunies. C'est le genre de tactique qui permet de frapper un coup de circuit. Quand l'utiliser? C'est bien là le plus important. Utilisée au mauvais moment, elle risque de créer beaucoup de dommages. Voici donc des conditions qui vous permettent d'utiliser la tactique ancrage extrême. Et vous devez avoir d'autres solutions de rechange. Si l'autre partie est la seule avec qui vous pouvez vous entendre et surtout si elle le sait, cette tactique n'est absolument pas recommandée. L'autre partie n'a pas d'alternative car si elle avait le choix, elle pourrait préférer négocier avec un autre que vous. Et vous n'avez pas besoin d'établir une relation cordiale à moyen et à long terme avec l'autre partie. Et il s'agit d'une négociation simple, généralement sur une seule valeur, le prix. Et l'autre partie désire absolument ce que vous lui proposez. Et vous ne risquez pas de côtoyer, même indirectement, l'autre partie. Si vous êtes dans l'une de ces situations, allez-y. Formulez une offre extrême et courez la chance de faire un énorme gain. Démonstration. Imaginons ce vendeur qui a dans sa collection une œuvre d'art très prisée. Ce vendeur n'a pas vraiment envie de vendre son tableau à moins d'avoir une offre qu'il ne pourrait refuser. Plutôt que d'attendre cette offre, il prend les devants chaque fois que quelqu'un s'intéresse à son tableau et il s'empresse d'utiliser la tactique ancrage extrême. Dans son cas, l'œuvre est exposée dans un musée et dès qu'un acheteur potentiel entre en contact avec lui, il demande le double de sa valeur estimée, en prétextant qu'il est très attaché à sa toile, jusqu'au jour où un amoureux fou de l'artiste ne pourra résister. Force. La force de la tactique ancrage extrême s'appuie sur les gains qu'elle peut rapporter. C'est une tactique puissante si l'autre partie est vulnérable. Elle est facile à exercer et si elle échoue, on passe au prochain. Contrairement à plusieurs tactiques présentées dans ce livre qui exigent beaucoup de préparation, celle-ci est simple et rapide. Contre-tactique. Si on utilise contre vous la tactique ancrage extrême en vous proposant une valeur très loin d'une offre raisonnable, nous vous recommandons d'abord d'évaluer si vous souhaitez poursuivre la négociation. Préférez-vous fermer les livres en coupant court à la négociation pour attendre une meilleure offre initiale? Dans l'éventualité où vous souhaitez poursuivre la négociation,
Nous recommandons ensuite d'ignorer l'ancrage de l'autre. Autrement dit, vous faites comme s'il n'avait rien dit et que vous prenez le contrôle de la discussion en mettant en valeur ce que vous avez à vendre ou selon votre rôle à la table, en mettant en valeur votre pouvoir d'achat. Ainsi, après avoir argumenté en votre faveur, vous ancrez à votre tour en prenant bien soin de démontrer le bien fondé de votre valeur, voire la tactique numéro 14, ancrage raisonné, pour ainsi forcer l'autre à réagir à votre chiffre plutôt que vous au sien. Si cela fonctionne, tant mieux. Sinon, vous serez pris avec une séquence d'offres contre offres jusqu'au règlement, voire la tactique numéro 16, offre contre offre progressive, à cet effet.